L'humour, c'est a priori sur TikTok aujourd'hui. J'ai commencé direct à mettre un t-shirt sur la tête. Mes premières vidéos sketch, j'imitais les mamans. Donc là, c'est vraiment ma mère que j'ai commencé à imiter. Et là, quand tu vois que le concept, il cartonne, il marche et que tu arrives à en créer un business, c'est forcément des gens où au bout de 5-6 mois vont dire « Ah, c'est drôle en fait un peu ce que tu fais ». Et ça a commencé à grimper et vraiment j'ai été pris dans le truc de me dire « Waouh, ça va super vite ». J'essaie toujours d'être dans le réel et dans l'authenticité, d'être moi-même. Quand t'es toi-même, ça t'ouvre beaucoup plus de portes, t'es beaucoup plus heureux et t'es beaucoup plus focus sur ta création et tu réussis bien plus. Tu vois, je visualise sur le après, j'aimerais bien écrire des longs métrages, j'aimerais bien écrire une série. Salut Logan. Ça va Alex? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, la dernière fois c'était en coaching. Exactement. Bienvenue sur le podcast Au-delà des apparences. Sur le podcast, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on est toujours avec des entrepreneurs, artistes et sportifs. On a la chance d'avoir notre premier artiste. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que tu te considères plus comme artiste ou entrepreneur ? Ou les deux? Ouais, bah les deux, exact. Enfin ouais, les deux plutôt. Ouais. Parce que je m'investis autant dans ma vision de mon entreprise que sur ma vision carrière, artiste, créativité, etc. Mais je focus beaucoup plus sur ma créativité. Hein. Beaucoup plus sur la créativité. Ouais, voilà. Je vais regarder d'un œil. Ok. Prise du dessus, la vision un peu globale de ma société, de mes prévisions, ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire rentrer comme argent. Ok. Mais je focus quand même créativité parce que si tu fais trop focus entrepreneuriat, t'es plus un artiste. Ouais, du coup t'as quand même une majorité. Non, et puis j'ai une équipe qui gère aussi toute cette partie-là. Ok, tu vas nous expliquer un petit peu. Voilà, exactement. Du coup, pour résumer, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je t'ai introduit où tu m'as dit, enfin en gros, que t'es Logan entre guillemets. Ouais. On t'appelle Log5 sur les réseaux sociaux. Ouais. T'es suivi par 4 millions de personnes, si je dis à peu près sur Instagram, environ. TikTok. Ouais, ça fait ça à peu près. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Et souvent les personnes sur les réseaux sociaux, et c'est ce que j'ai entendu souvent de mon entourage, ils t'identifient avec deux avatars, un avatar féminin, un avatar masculin. C'est un peu c'est un peu mon concept. Ouais. C'est le yin et le yang, ange et démon chez mes deux personnages. Mais comment tu veux que je me présente? Vraiment une présentation globale ou plus une présentation de ce que je fais sur les réseaux? L'idée, présente-toi déjà avec ce que tu fais sur les réseaux, parce que je pense que c'est les gens ils t'identifient comme ça. Et après, on partira plus sur ton parcours avec Logan et comment t'es devenu entre guillemets Log5 sur les réseaux, ainsi de suite. Ok. Alors moi c'est Logan, c'est Log5 sur les réseaux sociaux. Pourquoi Log5? Peut-être que c'est dans une de tes questions, je vais découvrir. Ouais, exactement, c'est une des questions, tu peux y répondre tout de suite si tu veux. Je peux y répondre tout de suite? Ok. Donc Log5 parce que je m'appelle Logan, parce qu'on est 5 enfants. Ok. Parce que mon prénom vient d'une série des années 80, L'âge de cristal. Et quand j'ai demandé à ma mère pourquoi je m'appelais Logan, elle m'a dit ça vient de cette série-là que je regardais petite. Et en fait, c'est dans cette série des années 80 qui s'appelle L'âge de cristal. Ok. T'as Logan 5 et Jessica 6, c'est deux clones qui sont amoureux, ou je sais plus trop quoi. Et du coup, quand elle m'a dit, il s'appelait Logan 5, son blase de clone. Du coup, quand j'ai créé ma première adresse mail pour MSN à l'époque, j'avais mis logan5@live.fr. Donc c'est comme ça que c'est devenu ça. Et 5 enfants, il y en a 3 nés le 5 juillet. Et je suis né tu m'avais raconté en coaching. Sur 5 enfants, il y en a 3 qui sont nés le 5 juillet, pas de la même année, attention. Okay. Et je suis né en mai, donc 05. Donc du coup, le 5, il représente beaucoup de choses, c'est assez symbolique chez moi. Et sur Instagram, du coup, quand j'ai commencé à créer mon compte, je savais pas quoi mettre. C'est venu automatiquement Log5. Voilà la petite histoire. Je la raconte rarement, donc c'est peut-être une petite exclusivité sur ton podcast. Donc voilà Log5. Et je suis créateur de contenu sur Instagram et TikTok. J'ai commencé par TikTok. Et ensuite, j'ai développé Instagram. Okay. Et mon concept, c'est que je joue des personnages. Je suis pas influenceur, entre guillemets. Quelqu'un qui est influenceur, c'est quelqu'un qui va raconter sa vie et qui va promouvoir des marques et qui fait plus du lifestyle sur sa vie. J'en fais un petit peu, attention. Mais mon concept de base, c'est 90% du pourquoi je suis créateur de contenu, c'est divertir, créer des sketchs et jouer des personnages sur des vidéos. Donc, je suis connu sur mes réseaux sociaux pour jouer la femme et le mec avec un seul concept, le t-shirt sur la tête que j'ai pas aujourd'hui. Là, je sors de tournage, j'ai une petite casquette, cheveux en avant. mais du coup, voilà, le t-shirt sur la tête. Je pense qu'aujourd'hui, on dit, on va peut-être, ceux qui me connaissent pas de nom Log5, tu leur dis, celui qui met un t-shirt sur la tête, ah oui, je vois. Voilà, je pense que ça me représente entre guillemets c'est ce que j'ai dit, le mec avec le t-shirt sur la tête des réseaux sociaux. Voilà. Ok. Et au niveau divertissement, comme tu disais, tu fais du divertissement et de l'humour. Si on reprend ton parcours, sachant qu'on se connaît d'avant vu que je t'ai eu en coaching. Il m'a eu en coach de sport. En coaching de sport il y a 2 ans.
Et avec une assiduité légendaire. Légendaire, oui, c'est vraiment légendaire. Non, en vrai, ça allait. Au début, c'était pas mal. Tu sais que j'ai fait exprès de mettre un gros pull pour éviter que tu juges, hein, okay. Parce que là, on a Monsieur Indestructible en face de moi. Moi, j'ai un gros pull XXL. On en discutera après. Mais on avait souvent des très bonnes conversations et c'est grâce à toi aussi que j'ai lancé le podcast parce que j'ai eu je te remercie. Énormément de conversations intéressantes avec plein de monde en coaching. Je t'avais remercié même par message, je crois, quand je l'ai lancé. Oui, c'est vrai. Je l'ai affiché dans ma chambre depuis. Avec un gros poster. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va retracer ton parcours de comment t'es arrivé à ce que t'as quand même bâti aujourd'hui, parce que c'est assez conséquent sur le divertissement et l'humour en France et sur TikTok. Donc le petit Logan, est-ce qu'il avait des grands rêves d'ambition, d'humour, etc. un petit peu avant ou pas du tout? Oui, totalement. T'as toujours eu ça dans la peau? Déjà, j'ai toujours été un peu l'artiste des 5 enfants chez moi. Enfin, il y avait mon grand frère et moi. On divertissait un petit peu la fratrie quand on jouait à nos petits jeux dans nos chambres, tu vois. Et j'ai toujours eu cet aspect créatif et j'ai toujours eu un aspect sur la vidéo. Un attrait sur la vidéo. Quand j'ai eu mon premier ordi au collège, c'est moi qui filmais ma famille, je mettais en scène ma sœur et j'apprenais le montage sur mon premier PC, en tout cas. Donc et du coup, voilà, j'ai déjà eu j'avais déjà cet engouement pour faire rire, créer des choses, voilà, j'étais le créatif des 5 enfants. Et j'ai toujours été fasciné petit de Gad Elmaleh, de Florence Foresti, les gens qui faisaient des imitations, notamment Laurent Gérard. Et j'avais toujours en tête de me dire, putain, j'ai envie d'un jour de moi aussi remplir un zénith et d'être celui qui remplit le zénith et qui fait rire les gens sur scène, en tout cas. Donc j'avais cet attrait pour la scène et de réunir plein de gens pour les faire rire et les divertir. Mais après, je me suis jamais dit ça va devenir une carrière. D'en être là aujourd'hui, je pensais pas du tout, parce que moi c'était un rêve, mais jamais je viens de la Savoie en plus, je suis savoyard, petit patelin, loin de la ville, loin des strass et des paillettes. Donc du coup, pour moi c'était quel kiff. J'idolâtre un peu ces artistes-là, mais si je fais ça un jour, pourquoi pas. Mais j'ai jamais fait d'études pour en tout cas amener à ça. J'ai jamais pris de cours de théâtre, jamais tout ça. Donc pour moi, c'était loin. C'était un rêve, mais très très loin. Mais ça restait dans un coin de ta tête. Mais ça a toujours été là, en tout cas. Et j'étais tellement fasciné par la vidéo, la communication, créer des choses, en tout cas, que du coup, j'ai fait mes études en communication. C'est ce que j'allais venir. Justement. Voilà. Donc mes petits, oui, j'avais cet attrait. T'as toujours eu cette magie un peu. Voilà, exactement. D'artiste. C'est super intéressant. Et justement, quand t'es un artiste où tu véhicules de l'humour, c'est une grande question. Est-ce que t'as peur parfois de pas faire rire les gens? En fait, je me fais tellement confiance à mon écriture parce que j'écris tout ce que je fais. Et enfin, pas faire rire les gens. Oui, je me mets une pression dans mon écriture. Je sais d'avance qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut toujours qu'il y ait un rire, il y ait un sourire, il y ait un truc qui interpelle toutes les 4-5 secondes à peu près dans mes vidéos. Et ça, au niveau de l'écriture, je me l'impose en tout cas, de toujours être drôle. Toutes les 2, 3, 4 répliques, il faut qu'il y ait un truc qui permet de créer un rire, créer un sourire pour que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et toujours une chute à la fin. Donc moi, je me fais tellement confiance à mon identité, en tout cas sur mes réseaux sociaux, que du coup, même si ça fait pas rire, moi, je ne poste jamais un truc qui ne m'a pas fait rire. Donc si ça a fait moins rire, si ça fait plus rire que je l'espérais, c'est pas grave. Je me mets pas forcément de pression. Tant que moi, ça me fait rire et tant que j'ai confiance en ce que je poste, je le poste. Si moi, la vidéo, je la monte, je l'écris et au final le rendu il est passable, ça m'est déjà arrivé plein de fois, où je me dis je la poste pas. Je vois tout à fait. Parce que j'ai un œil un peu 3e degré sur moi, parce que je me regarde comme si c'était des vrais personnages. Et je me regarde pas 1er degré en mode je me regarde et je me juge moi-même. Je sais pas, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu. Mais je vois, j'arrive à suivre. Mais en tout cas, voilà, je me regarde à la 3e personne, et ce qui fait que du coup, non, je me mets pas forcément cette pression. J'essaye de toujours un step à chacune des vidéos, parce que bon, au bout d'un moment, ça fait 2 ans que j'en sors. Et il faut toujours que celle que tu sors, elle soit toujours un peu mieux que celle d'avant, et du coup, t'essayes de glow up à chaque fois la qualité, le rendu qui soit plus pro, t'essayes de rajouter des nouveaux trucs que t'as pas fait avant. Des nouveaux personnages. Voilà, des nouveaux personnages. Tu changes un petit peu le montage de temps en temps, t'apportes une nouvelle idée que t'as jamais sortie sur tes réseaux. Donc je vais mettre cette pression-là surtout sur ça, sur apporter toujours des nouvelles choses. Mais pas forcément sur est-ce que ça va faire rire, je me la pose jamais.
Enfin, ok. Je le fais, donc je sais que ça va faire rire, mais je vais pas doser. C'est là où tu différencies vraiment le facteur avec un entrepreneur où entre guillemets il va tout calculer Ouais. et il va essayer de plaire aux autres. Là, tu plais à toi-même avant de plaire aux autres, tu vois. Donc, pour moi, je pars du principe où oui, on crée du divertissement. Mais créer du divertissement, faut avant tout. Je suis le principal rôle de ce divertissement. Donc, si ça me plaît à moi, je le poste. Si ça va moins plaire ou si ça va plaire plus que, un tel ou un tel, ça après c'est la réaction du public qui va regarder ta création. Mais à la base, il faut que ça te plaise à toi. Oui. Après, t'as forcément en tout cas, au moins sur l'inspiration. Après, des fois, il y a des petites choses, même dans le business que tu fais, qui t'inspirent pas plus que ça. Genre, j'ai n'importe quoi, la compta, tu vois, des choses comme ça. Et encore que je m'y impose un petit peu. Voilà. Mais oui, c'est pas forcément la chose où je vais plus m'attarder. Ok. Ça, c'est sûr. Du coup, pour revenir sur tes études en marketing, ouais, ça t'a appris des choses par rapport à... Non, pas du tout. Si, justement. Ah bah, pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Sur le moment, je pensais même pas... aujourd'hui, ce que je fais sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai puisé dans mes anciennes expériences et mes études, etc., ça m'a grave servi. Parce qu'aujourd'hui, je fais de la création, je suis créateur de contenu, mais j'ai toujours un aspect pro sur ce que je fais. Ok. Donc Log5, c'est une marque. Donc je me travaille comme une marque. Et donc quand tu gères une marque, t'as forcément tout ce que t'as appris en communication, en marketing, tu t'en sers pour développer cette marque. Ok. Donc voilà, je fais souvent le lien entre Log5, la création de contenu, moi-même, je joue l'artiste, et à la fois Log5, la marque Log5, où je la développe comme une marque. Donc du coup, j'assimile les deux et ce qui fait mes vidéos. Je sais exactement, j'analyse mes réseaux sociaux, j'analyse mon public beaucoup. Donc je vais beaucoup regarder mes stats, qui je cible. Donc voilà, je travaille tout ça comme une marque. Faut faire le lien entre les deux. C'est assez drôle parce que quand on était en coaching à l'époque et que je te connaissais avec, t'étais en pleine ascension et je pense que tu l'es toujours, tu vois, largement. Ouais. Et j'ai l'impression que le discours que t'as là aujourd'hui comparé à l'époque, il s'est passé quoi, 2 ans? Ouais, à peu près. J'ai l'impression que là t'as une structure, t'as vraiment un bagage, tu vois. Tu me dis Log5 c'est une marque, c'est beaucoup plus solide et c'est vraiment beaucoup plus solide qu'auparavant, tu vois, il y a 2 ans en arrière, donc c'est vraiment intéressant. À force, voilà, tu rends ton truc plus pro, donc puis forcément t'as consolidé ta vision, t'as du recul, t'as plus d'expérience, t'arrives à Paris, c'est aussi une autre ville parce que j'habitais à Lyon avant. Et c'est vrai que ça a eu ça. Mais ouais, il y a vraiment le mix entre personnalité publique, l'artiste, et Log5, la marque que tu mixes. Et du coup, faut se travailler comme une marque, faut se renouveler comme une marque, il faut travailler ses vidéos comme si c'était une marque. Okay. Voilà, je travaille comme avant quand je faisais de la communication pour d'autres marques. Je me fais exactement pareil pour moi. Ok. Et tu penses quoi du personal branding aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, c'est énormément à la mode, tu vois, pour développer ses réseaux sociaux. Du coup, toi, tu le développes en tant que marque. Si tu avais des personnes qui voulaient se lancer sur les réseaux sociaux, surtout avec le background que tu as avec tout ce qui est école marketing, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un? Alors, principal, numéro 1, avant de essayer de trouver des idées, essayer de trouver des concepts. Ça c'est important, toute la trame de tes vidéos, mais souvent, beaucoup font le travail à l'envers, de vouloir essayer de s'inspirer de ce qui marche autour et de se dire moi je vais prendre cette idée-là et je vais la remixer à ma sauce et de toute façon les gens ils vont me suivre pour ma personnalité. Ça pour moi aujourd'hui c'est un peu biaiseux comme concept. Pour moi le principal critère c'est être authentique et soi-même, et ça rejoint un peu ce que je te disais avant avant de se dire est-ce que ça va plaire à un tel, est-ce que ça va plaire, faut que ça plaise à toi-même et que tu sois toi-même dans tes baskets, dans ce que tu fais, ce que tu entreprends. Et tant que tu es fidèle à toi-même dans ce que tu fais, que ça plaise ou non, à la limite, voilà, c'est la récompense du public, comme je le dis, mais tant que tu as été toi-même, voilà. Et ça a bien changé aujourd'hui, les réseaux sociaux, on suit plus les gens pour la même manière. Beaucoup de gens vont se désabonner par rapport à un ras-le-bol un petit peu du cliché de l'influenceur, influenceuse. Aujourd'hui, vraiment, on priorise les créateurs de contenu, mais quand tu es créateur de contenu, faut que tu sois toi-même et authentique. L'authenticité, même si je joue des personnages, mes personnages sont toujours proches de la réalité et authentiques. On a l'impression qu'on met une caméra chez des gens et on suit 2 personnages dans leur quotidien, alors qu'en réalité c'est tout fictionné, c'est des personnages. Mais je vais jamais partir trop loin dans la science-fiction et de rendre le truc complètement burlesque. C'est vrai que ça reste assez simple. C'est le 1 gars une fille, un peu 2.0 d'aujourd'hui. C'est ce que tu m'avais dit à l'époque. Mais du coup on est dans le réel. J'essaye toujours d'être dans le réel et dans l'authenticité, d'être moi-même. Parce que généralement les gens qui me suivent, ils vont regarder mes vidéos, donc c'est fictionné. Mais quand tu me regardes sur mes stories, moi, ma famille, mes amis, ils voient aucune différence
différence entre quand ils regardent mes stories et comme ils voient dans la vie réelle. Et quand t'es toi-même, ça t'ouvre beaucoup plus de portes, t'es beaucoup plus heureux et t'es beaucoup plus focus sur ta création et tu réussis bien plus. Okay. Aujourd'hui, pour moi, les profils qui se démarquent des réseaux sociaux, c'est ceux vraiment qui sont authentiques et eux-mêmes. Et quand tu les rencontres en vrai, bah du coup tu dis oui, bah forcément je comprends pourquoi il crée un engouement, je comprends pourquoi les gens le suivent ou la suivent. Parce qu'il est lui-même autant sur les réseaux que dans la vie. Et voilà, c'est un peu les risques des réseaux sociaux aujourd'hui. On se cache derrière cette barrière digitale, cet écran. Et du coup, beaucoup sont plus eux-mêmes et se créent trop de... Et autant, je te coupe juste, mais autant sur les artistes et les entrepreneurs, c'est vrai ce que tu dis. Et récemment, je sais qu'on avait eu beaucoup de discussions, pas spirituelles, mais presque, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'ai identifié, où en fait, il faut vraiment être axé. J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, où il disait c'est un vortex, tu vois, dans lequel tu dois être, et faut pas que tu sortes pour être en alignement avec toi-même. Ah, bien sûr. Et c'est vraiment ce que tu retransmets là avec ce que tu fais dans ta vie, ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut lancer un personnel. Ouais, voilà, d'être eux-mêmes, d'être authentique. Donc beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est ce que je suis, mais tu rentres vite dans un faux cercle vicieux des réseaux sociaux. Du coup, si tu vois que ton contenu va moins marcher, tu vas te remettre en question et tu vas dire je vais changer de concept, je vais faire autre chose, alors que t'es pas à l'aise avec ce que tu vas faire, mais tu vas te dire c'est ça qui va marcher aujourd'hui sur les réseaux, donc faut que je fasse ça. Beaucoup font trop focus sur faut trouver le truc qui marche, etc. Et si ça marche pas, je me remets en question et je change de concept. Non, faut rester dans sa barque. Si les gens te suivent pour une raison, moi aujourd'hui ils me suivent pour mes sketchs. Ouais. Demain je vais pas me dire s'il y a un sketch qui marche moins, je vais faire autre chose, je vais faire le kéké des plages en postant des photos. Tu l'as fait un peu quand même. Mais... Je le faisais au tout début, ça remonte. Mais en tout cas, je vais pas changer de concept parce que je vais me dire il y a un sketch qui va moins marcher. Non, je vais continuer et je vais comprendre pourquoi ce sketch a moins marché et de rétablir un peu les choses. Voilà, en fonction de. Tu réajustes, mais tu restes focus dans ta barque. Les gens te suivent pour une raison. Et quand tu sais pourquoi les gens te suivent, généralement après tes concepts tu les trouves. Donc c'est ça la vraie question, c'est pourquoi les gens doivent te suivre toi plutôt qu'un autre, enfin pas forcément plutôt qu'un autre parce qu'il y a de la place pour tout le monde, mais quand tu sais pourquoi les gens te suivent, t'as tout compris. Et pour moi je m'impose toujours ça de pourquoi les gens me suivent. Ok. Et quand tu le sais, quand t'as la réponse, c'est bon, après c'est l'autoroute du bonheur, hein, et tu peux sortir tous les concepts quand tu t'es fidèle à pourquoi les gens te suivent. Voilà. Puis au moins tu restes vraiment axé pour le coup après avec qui t'es. Bien sûr. C'est le plus important parce que comme tu l'as dit, si t'as pas de passion et que tu fais ça à contre-cœur par exemple de sortir tel contenu ou tel contenu, forcément ça marchera pas. Ouais. Et c'est comme je te disais, l'idée de t'es une marque, c'est le cas. Pourquoi on irait acheter Nespresso plutôt que Carte d'Or ? Parce que c'est du marketing derrière et il y a un storytelling derrière Nespresso, il y a un storytelling derrière Carte d'Or, et du coup, tu vas soit l'un, soit l'autre. C'est pareil pour un créateur de contenu, c'est pareil pour un artiste. Pourquoi on irait écouter plutôt cette musique-là qu'une autre ? C'est pareil. Ouais, je vois. Pour moi, c'est pour ça que je fais souvent le lien entre on est une marque finalement. Donc, les gens, ils te suivent, c'est comme si c'était notre client. Oui, c'est comme si c'était la clientèle d'une marque. Les gens, quand ils s'abonnent, ils te donnent pas de l'argent, mais ils s'abonnent pour quelque chose. En soi, inconsciemment, même consciemment et inconsciemment. Oui, inconsciemment, oui. Pour moi, j'allais dire, ils te donnent de l'attention, et aujourd'hui, ce que tu monétises le plus, c'est l'attention des gens. Donc en soi, TikTok aujourd'hui, ils vivent avec ça. Oui, donc en soi, ils te donnent. Inconsciemment, ils te donnent une valeur. Et ta valeur du marché, c'est grâce aussi aux gens qui te suivent. Totalement. Mais les gens, ils s'abonnent pour un divertissement. C'est comme quand tu payes Canal pour un divertissement. Donc du coup, Canal va produire des choses et créer de la création originale, des films, des séries pour leurs abonnés. Les gens s'abonnent pour quelque chose. Netflix, Prime, etc. C'est pareil pour nous. Même si c'est gratuit. Les gens s'abonnent pour tel divertissement ou tel divertissement. Donc c'est pour ça qu'il faut leur rendre en retour ce qu'ils attendent de toi. Ok, super intéressant. Du coup, c'est bien parce que en fait, t'as vraiment fait si on peut revenir juste sur ton parcours pour que les gens aussi comprennent d'où t'es parti et où t'es allé aujourd'hui. T'as fait tes études en marketing ? En digital plutôt. Marketing digital. J'étais à Digital Campus, donc c'est chef de projet web multimédia. Donc j'ai été formé sur tout l'aspect digital. Au global, créer un site internet, comme du marketing, comme les réseaux sociaux, comme du montage vidéo, comme tout le 360, du digital 360. Et ça a duré combien de temps ? Un bachelor, donc 3 ans. 3 ans. Et après, t'avais pas refait une école justement ? Non, j'avais fait l'ISCOM première année, sauf que pour moi, comme je t'avais dit, j'avais envie de faire du montage, j'avais envie de pratique, surtout.
Okay. Moins de théorie, mais de la pratique. Et du coup, j'étais en programme grandes écoles à l'ISCOM. C'était beaucoup trop de théorie, de savoir. Enfin, c'est intéressant la théorie. Mais pendant 1 an, j'ai fait presque aucune pratique et j'ai arrêté. Je me suis dit non, j'ai envie de faire. Donc le temps de me retrouver quelle école j'ai vraiment envie de faire. J'ai bossé 1 an avec mon père dans ses restaurants. Okay. Donc ça m'a aussi permis de mettre de l'argent de côté et de comprendre aussi la vie. Hein. Quand t'es jeune et que t'es en restauration, bah tu comprends vite la valeur du travail entre guillemets. Et tes parents, c'est des entrepreneurs aussi ou pas du tout? Mon père, ouais. Ma mère non, mais mon père, ouais. Ok, donc t'as toujours eu un peu. Oui, bah mon père, oui, exemple, il a créé ses restaurants, il en a ouvert un deuxième, un troisième, il a ouvert une usine à pâtes et après il a acheté des immeubles, des machins. Donc voilà, c'est un auto-entrepreneur. Ouais. Ouais, donc t'as eu un petit background. Ah bah bien sûr, j'ai même. toujours l'exemple de mon père qui entreprend des choses pour créer de l'argent. Ok. Donc oui, mais c'est voilà, c'est. Et du coup là tu t'entres en école, enfin tu fais tes 3 ans en marketing. Ouais. En parallèle, tu commences les réseaux sociaux ou pas du tout? Oui, ouais. Ouais. J'ai fait des stages en radio. Okay. Donc je gérais les réseaux sociaux des radios, à Radio Espace Lyon. Ouais, je connais. Voilà, tout le groupe Espace, Okay. Je gérais les réseaux sociaux. Et après, j'étais en agence de communication, donc alternance, stage, et j'ai toujours été dans le digital, mais pour d'autres marques. Et en parallèle, j'ai commencé les vidéos. Donc au tout début, vraiment 2019-2020, je faisais le kéké des plages, rien d'intéressant. Ouais. Encore une fois, voilà, pourquoi les gens te suivent? Juste parce que t'es beau, c'est subjectif. Voilà. Pour ceux qui, voilà, t'as une gueule qui passe et tu crées un peu de conneries, donc les gens te suivent, te donnent un peu de force. Mais c'était pas fort, c'était même pas moi-même parce que du coup voilà, je faisais le kéké, je suis pas du tout comme ça dans la vie. Donc encore une fois, comme je te dis, voilà, tu joues un autre. En plus, je te connais, c'est vrai que ça a rien à voir. Donc tu vois, donc tu joues un autre personnage, voilà, pour essayer de créer. Enfin voilà, t'es jeune, donc du coup ça te fait plaisir de plaire aux filles, donc du coup t'en surjoues sur tes réseaux. Enfin bref, ça voilà. Oui, puis après t'étais jeune aussi. Oui, ouais. J'étais dans mes études, donc pas du tout le recul que j'ai aujourd'hui à 26 piges, quoi. Ouais. Tu vois. Mais du coup voilà, et mes potes au bout d'un moment m'ont dit bon, t'en as pas marre de faire le kéké des plages sur tes réseaux sociaux, tu veux pas faire du divertissement, créer des trucs que tu fais, parce que dans notre groupe de potes c'est toi l'animateur de camping, c'est toi qui fais rire. Okay. Pourquoi tu puisses pas dans ça pour faire ça? Mais inconsciemment j'ai toujours eu ce recul de me dire l'humour c'est dans l'aspect privé, je fais rire mes potes, je fais rire les gens qui me connaissent, mais jamais je me suis dit ouais, je vais peut-être puiser dans ça pour finalement divertir les gens, et ça rejoint ce que j'ai toujours eu en tête quand j'étais petit. Justement, ouais. Et c'est quand justement, c'est quoi cette prise de conscience, tu vois, un moment où ça t'a fait basculer, tu t'es dit ok, c'est peut-être pour moi. C'est TikTok quand ils ont racheté Musical.ly à l'époque. Okay. Bon, pendant 1 an, il y a eu le confinement et tout. Je faisais le kéké, j'étais pas posé sur mon truc de ce que je voulais faire. Et au bout d'un moment, bon, j'en avais ras le cul de faire le kéké. J'avais quand même réussi à avoir 100 000 abonnés. C'est ce que j'allais te demander. En fait, tu postais quand même à outrance pour. Ah ouais. Je postais au minimum 4-5 fois par semaine. Okay. Des trucs, mais voilà. Parce que moi, je te connaissais pas d'avance. Non, voilà. Mais je postais des trucs lambda, comme quelqu'un qui va utiliser Instagram ou TikTok aujourd'hui, sans concept, sans être créateur de contenu. Bah voilà, tu postes tout et n'importe quoi. Tu fais des trends, etc. Mais du coup, tu avais déjà quand même les métriques et la connaissance des réseaux sociaux pour comprendre comment ça fonctionne. Mais même en faisant ça, j'ai réussi quand même à avoir plus de 100 000 abonnés. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai dit j'arrête de faire tout ce que je faisais, mais j'ai quand même ces 100 000 abonnés là. Ouais. Donc peut-être que ça va m'ouvrir d'autres choses, et j'ai commencé à me dire peut-être finalement que ça peut être mon deuxième taf, de me dire je vais gagner 2-3 petits sous avec, donc je vais le rendre un peu plus pro et de faire rire, parce que TikTok il priorisait là-dessus. Okay. Au départ, TikTok, c'était connu pour la danse, les playbacks, etc. Et il y a eu de plus en plus de gens qui sont arrivés pour faire rire, créer du divertissement, humour. L'humour, ça priorise sur TikTok aujourd'hui. L'humour est vraiment le truc numéro 1. C'est ce que tu m'avais dit. On vient pour rigoler sur TikTok. Je me rappelle en coaching ce que tu me disais sur la partie coaching, où tu me disais Alex, fais de l'humour. Ouais. Et en soi, c'était pas bête, mais je t'avoue, je me sentais pas de faire ça, tu vois. Donc faut avoir les couilles entre guillemets de le faire. Après, je pense que ça tu peux passer outre, mais je sais qu'à terme, je me voyais pas entre guillemets être un peu plus connu sur les réseaux sociaux pour ça, tu vois. Non, mais il faut être à l'aise, faut aimer le faire. Faut déjà être comme ça dans la vie, voilà. Et donc j'ai commencé, et comme j'adore jouer des personnages, notamment les personnages féminins, j'adore imiter ma mère, j'adore imiter ma sœur, j'adore imiter mes potes meufs. Voilà. D'où ça te vient ça? C'est que tu chambrais ta mère, tu vois, par exemple, ou des choses comme ça? On l'a tellement, je pense que sur les 5, même les 5, on connaît ma mère par cœur sur le bout des doigts, tellement on l'a observé et analysé. Et du coup,
inconsciemment, on l'a toujours un peu imité. Tu vois, petit, quand on a grandi, adolescent, on l'a toujours un peu imité. Sauf que moi, bah voilà, j'ai puisé dans ça et j'adore imiter ma sœur, j'adore imiter j'observe trop les gens aussi. C'est un côté où je suis très observateur. Donc, à force d'analyser, bah, je puise tout et du coup, j'essaye chez moi de rentrer dans un personnage du bout des doigts. Et du coup, l'agente féminine m'inspire particulièrement. Ok. Et bah je me suis lancé quoi, je me suis dit j'ai commencé step by step, tu vois, j'ai mes premières vidéos sketch, c'est j'imitais les mamans. Donc là, c'est vraiment ma mère que j'ai commencé à imiter. Et là, du coup, t'avais commencé un peu avec le modèle où tu mettais un t-shirt. J'ai commencé direct à mettre un t-shirt sur la tête. Et le regard des gens, sachant que là, t'avais déjà de l'exposition et tout ça. Je suis passé surtout, comme je te disais, du kéké des plages d'un coup à celui qui débarque du jour au lendemain en faisant rire, en créant des sketchs, tu vois. Donc il y avait vraiment sans transition. Il y a eu aucune transition. Et toi, tu l'as vécu comment très bien. Parce que je pense que les réseaux sociaux aussi aujourd'hui, quand t'es un peu connu sur les réseaux, même au début, quand t'as peu d'abonnés, t'as un recul sur toi-même. Faut savoir le faire aussi, encore une fois. T'as un recul sur toi-même qui fait que tu t'en fous du regard des autres. Donc, pour moi, en tout cas, les réseaux sociaux, ça t'aide. C'est une ouverture pour t'en foutre totalement du regard, de la vie des gens, de ce qu'ils pensent de toi, de tout ça. Vraiment, tu prends beaucoup de recul sur ça. Je te dis ça parce que je pense que tu l'as vu en marketing. Ouais. Mais t'as peut-être, ou les gens qui veulent se lancer, t'as 90, 95, peut-être 99% des gens qui sont bloqués au début avec ça. Ouais. Mais vraiment. Mais comme dans la vie réelle. Et comme dans la vie réelle, c'est vrai. Ça rejoint la vie réelle. Moi, mon grand frère, il est très drôle. Mais c'est pas pour autant qu'il sera jamais à l'aise devant une caméra parce qu'il va faire rire ses frères et sœurs et ses amis. Mais tu le mets dans un groupe qui connaît personne, tu vas te dire, il est triste, quoi. Okay. Alors que c'est le mec le plus drôle de France, tu vois, à mes yeux. Sauf qu'encore une fois, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux, faut s'en foutre du regard des gens. Et alors vraiment, moi, j'en ai rien à foutre. À aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser que j'imite une femme, je mets un t-shirt sur la tête. Vraiment, ça m'a. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que je pense que. Non, mais beaucoup le feraient jamais parce que. C'est ça, 99,9% le feraient pas, tu vois, je pense. Oui, mais surtout qu'on est dans les clichés. Donc, quand t'es un homme, bah, tu sais, tu brises un petit peu ta virilité et tu vois, tout cet aspect un peu l'ego masculine. Mais alors moi vraiment j'ai rien à prouver. T'as subi des choses par rapport à ça Alors ou pas du tout. Non. En tout cas sur mes réseaux sociaux, les commentaires, etc. J'ai jamais vu un truc. Vraiment, je touche du bois pour. J'ai jamais en 2 ans vu des commentaires ultra négatifs sur mes vidéos. C'est jamais arrivé. Donc je pense que les gens ont envie de rire, ils te suivent, ils te commentent. Si ça te fait pas rire ou si tu trouves ça ridicule ou quoi, bah ils commentent pas. Donc pour l'instant c'est cool. Mais non, j'ai jamais vécu de pression sur ça. Même mes potes, hein, tu vois, du jour au lendemain ils voient ça de toi sur tes réseaux, mais alors aucun moment je me suis dit la honte. Mais jamais ça m'a traversé l'esprit. Tu vois. Quand j'ai préparé la question, je m'étais posé la question et te connaissant un petit peu, je me suis dit en vrai, je pense qu'ils s'en foutent. Ah ouais. Et autant poser la question parce que. Non, mais c'est une question intéressante parce que pour beaucoup, jamais ils oseraient faire ça en tant qu'homme de faire une vidéo comme ça sur les réseaux. C'est triste, hein, parce que s'ils savent le faire, peut-être qu'il y en a beaucoup qui peuvent se priver de faire faire ci, faire ça par rapport au regard des gens qui vont avoir sur eux et de se dire, ah ouais, putain, je le pensais pas comme ça, il fait ci, machin. Et puis je pense, tu vois, on a tous une part et c'est sûr, on a tous une part de féminité, masculinité en tant qu'homme, tu vois. Et au final, c'est juste que tu l'assumes. Pour le coup, là, tu l'assumes pleinement. Ah, mais total. Et t'as des mecs qui vont faire les gars hyper virils alors qu'en vrai, ils ont des cœurs en artichaut, tu vois. Mais encore une fois, moi, je suis tellement authentique que je suis totalement moi-même sur les réseaux sans filtre. Alors vraiment, oui, il faut assumer. Tu t'affiches avec un t-shirt sur la tête. Enfin, tu vois, même moi, comme je me regarde, je me trouve pas gênant, tu vois. Donc à partir du moment où j'ai fait ma première vidéo, j'ai dit ça me fait rire. Je poste. Les gens qui ont envie de rire, ils rigolent avec moi. Ceux que ça fait pas rire, tant pis. Mais à aucun moment. Et je me suis fait confiance. Donc au début, forcément, tes potes ils te charrient un peu plus parce que t'as moins d'abonnés. C'est pas ton business. Donc forcément, ils te disent putain, mais ton t-shirt sur la tête, machin. Alors moi, ça me fait rire. Je vais rigoler avec eux de ça. Mais à aucun moment je me suis dit, ah ouais, non, j'arrête, je préfère arrêter la honte, machin. Tu continues, et les gens peut-être qui vont te juger au début, parce que t'as pas d'abonnés, donc c'est toujours plus simple de critiquer quelqu'un qui a pas d'abonnés. Quand tu vois que le concept il cartonne, il marche, et que t'arrives à en créer un business, c'est forcément des gens où au bout de 5-6 mois vont te dire, ah c'est drôle en fait un peu ce que tu fais, parce que tu vois que derrière t'as full abonnés, t'as full commentaires, donc en fait tu dis, ouais non, il s'est fait confiance, et hop, c'est souvent le cas. Hein. Les gens qui vont te juger au début, ils voient ta réussite, ils vont beaucoup moins te juger après. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Et moi je me suis fait confiance qu'à moi-même, je m'écoute moi-même. Quand t'écoutes les gens, de toute façon,
T'entreprends rien dans la vie. Mais ça, c'est vrai. Tu n'entreprends rien. Tu sais qu'il y a eu un moment, je faisais ça, je demandais l'avis à des potes, tu vois, quand j'entreprenais des choses. Et au bout d'un moment, ils vont toujours tirer vers le bas. Même avec ma femme, je lui dis en fait, j'écoute plus personne. Mais, oui. Peut-être que la seule personne que j'écoute, c'est elle, tu vois. Mais en soi, les autres personnes, je me dis fuck, en fait, va dans la direction. Au pire, tu te plantes pas. C'est pas exactement. grave, tu vois. Et c'est exactement mon mindset. C'est je n'écoute personne va me dire quoi faire, quoi dire, quoi machin. Oh, ça c'est nul, ça c'est machin. Quand je poste une vidéo, je demande l'avis à personne. C'est simple. Puis ça revient avec le recul de ce que tu disais, où le regard des gens, au final, tu t'en fous. Donc voilà. Quand t'es créateur de contenu, en tout cas, ça, il faut être à l'aise avec le regard des gens. Oublier, si t'es vraiment pas à l'aise avec ça, ça va être compliqué pour toi. Ou après, ça se travaille, je pense. Tu vois. Ça se travaille, mais en tout cas, la moindre remarque, la moindre machin, tu peux vite rentrer dans une fausse spirale et tu peux vite sombrer pour rien par rapport à un commentaire que tu vas focus dessus par rapport à... T'as peut-être 100 commentaires positifs. Il y en a plein qui vont focus que sur un seul commentaire ultra négatif et ils vont se remettre en question. Et puis ce que je vois et ce que j'avais observé aussi, c'est que t'as des personnes, des fois, réseaux sociaux ou pas, tu vois, il y a des gens, ils vont te faire des remarques, etc. Mais en fait, tu t'aperçois que quand t'écoutes vraiment chaque parole de ce que la personne te dit, en soi, c'est juste, tu lui fais un effet miroir où la personne, elle oserait même pas faire ce que tu fais. Bah, bien sûr. Et en fait, elle est enfermée avec elle-même et ses problèmes, il faut laisser passer. Oui. En fait, limite, c'est pas contre toi, c'est plus contre elle que ça fait de la peine que bien contre sûr. toi. Moi, quand j'ai posté ma première vidéo avec un t-shirt sur la tête, à aucun moment, en amont, j'ai dit à mes potes, à ma famille, tu penses que je peux tenter de faire un personnage en mettant un t-shirt? Mais la plupart m'auraient dit, ah non, Logan, la honte, fais pas ça, fais pas ci, ça va flopper, c'est la honte quand même. Mais voilà, si j'avais écouté les gens, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Donc, je me suis fait confiance à moi-même et ils ont découvert, comme tout le monde, même les gens qui me connaissaient, ce que je faisais sur les réseaux en même temps que tout le monde. C'était, une avant-première mondiale, tu vois. Ok. Mais voilà. Du coup, sur ce moment-là, en fait, tu commences à publier tes premières vidéos. Ouais. Tu m'as dit, il y a plus ou moins des flops où ça marche pas. Vraiment, je touche du bois, mais ma première vidéo, je l'ai postée. Elle a fait le 1 million de vues. Tout de direct. Suite, alors que j'avais 200 000 abonnés, je crois, à l'époque sur TikTok. Elle a fait direct 1 million de vues. Ça m'a choqué. Ok. Ça a tout de suite plu. Et donc après, je suis rentré dans un truc où j'en ai fait tous les jours. Je postais vraiment tous les jours, non-stop. C'est comme ça que j'ai réussi à gagner des abonnés sur TikTok. C'était pendant la période du Covid, ça, non? Juste après. Ouais. Juste après, c'était le premier sketch, c'était avril 2021. Mais en fait, on s'est rencontrés pas longtemps après. Ouais, c'est ça. Je crois 6 mois après, un truc comme ça. Hein. Okay. Ouais, c'est ça. Je pensais que tu faisais ça depuis 3-4 ans avant, tu vois. Non. Genre, c'était avril 2021. Il y avait encore les histoires un peu de Covid, de machin, mais on sortait du confinement, ça c'est sûr. Ok. Donc c'était avril 2021. J'ai posté mon premier sketch. Depuis, j'ai jamais arrêté. Donc ça fait 2 ans et presque et demi que je fais ça. Ok. Et dès le premier, ça a cartonné tout de suite. Et depuis, c'est même rare qu'une vidéo fasse en dessous d'1 million de vues. Sur TikTok principalement. Et Insta aussi, aujourd'hui. Ok. Punaise, je pensais que t'avais vraiment commencé, genre tu vois, tu faisais 5000 vues, 10 000 vues, etc. Non, ça, premier sketch, il a tout de suite cartonné, donc tout de suite tu prends confiance. Oui. S'il avait vraiment fait 1000 vues, j'aurais dit bon, ça plaît pas en fait. Mais je me faisais tellement confiance avec moi-même sur ce que je postais que inconsciemment je savais que ça allait marcher parce que je me fais toujours j'ai l'impression à chaque fois je me dis si ça me fait rire moi, ça fait rire la France entière, ce qui est faux parce que chacun a son humour. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas je suis assez pointilleux sur l'humour en termes général. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis mais je me fais tellement confiance avec ce que je fais que je me suis dit bon, il y en a plein qui doivent avoir mon humour, donc qui vont comprendre ce que je poste. Et donc inconsciemment, je pensais pas à autant d'engouement tout de suite, mais je savais que ça allait marcher un petit peu. Mais du coup, depuis 1 million de vues à chaque fois, et je touche du bois. Ouais. Mais aucune pression là-dessus. Ça m'est arrivé d'en faire des 500 000 vues ou des 12 millions de vues, mais je vais jamais d'oser me dire bon l'autre c'est un flop. Pour moi, c'est jamais un flop. Et est-ce que ça te fait aussi ce syndrome où des fois t'as des personnes, on en parlait tout à l'heure en plus, c'est est-ce que t'as des fois quand tu prépares trop ton, en fait il y a des personnes qui disent ça quand elles préparent trop leur contenu sur les réseaux sociaux, ça va rien faire et des fois ils vont lancer une vidéo à l'arrache et ça va faire beaucoup de vues. Est-ce que toi la toute première justement à ce moment-là, tu l'as full préparée, tu l'as refaite ou pas du tout? Eh ben dis-toi qu'aujourd'hui mes vidéos sont beaucoup plus préparées qu'au tout début. Parce qu'au tout début, pendant peut-être 1 an, rien n'était scripté, rien n'était écrit à l'avance. C'est vraiment, je partais d'une idée de me dire, je vais imiter la fille quand c'est son jour de règle.
Donc je pars d'une idée. Ouais. Je me dis bon, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Mais sauf que tout de suite, je me lance la réplique. Et ce que je faisais avant, je tournais tout sur TikTok directement. Et donc je me lançais la réplique en me disant comment je commence cette vidéo là. Bon, jour de règle. Ouais, elle va arriver en disant elles sont où elle est où la télécommande. Donc je mets le t-shirt sur la tête, je mets ma caméra, elle est où la télécommande, je coupe, j'enlevais, je faisais le mec, je me répondais, hop, et je faisais un ping-pong. Et instantané. C'était de l'impro total. Même parce que moi j'ai toujours pensé, en fait, je me suis dit. Et je crois je t'en parlais des fois, je me rappelle, je t'envoyais un peu les scènes de ménage que je vivais, que je suis raconté en coaching. Et je me disais, en fait, peut-être que tu t'inspires des fois des couples de tes amis ou des choses comme ça aussi. Je m'inspire de ce que je vois autour de moi, mais en tout cas, rien n'était scripté et c'était vraiment de la full impro. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand je regarde mes vidéos d'avant, je me dis, ouais, on voit que c'était de l'impro. Rien n'est préparé, c'est brouillon. Mais bon, TikTok, à l'époque, c'était aussi comme ça. C'était de l'instantané pur et dur. Donc on postait des choses comme ça et ça marchait déjà à l'époque. Mais puis après il y a de plus en plus de personnes aussi. Voilà, donc du coup après, sauf que je voulais, c'est à partir du moment où je me suis dit bon, faut que je trouve que mes sketchs, ils se finissent jamais par une bonne chute. Il y a peut-être des moments où c'est, tu vois, il y avait pas ce que je te disais tout à l'heure de toutes les 3-4 répliques, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Puis, je crois que j'ai regardé une vidéo en plus tout à l'heure dans le train là en venant et c'est vrai que c'est vrai que maintenant avec le recul je l'avais pas analysé. Tu vois, si aujourd'hui tu compares une vidéo d'avant vs aujourd'hui, tu vois, je suis en train de réfléchir maintenant et c'est vrai que sur la dernière vidéo tu vois tu m'as tenu en haleine jusqu'à la fin et à la fin limite j'avais envie de voir plus, tu vois, alors qu'avant ça me faisait pas ça. Bah aujourd'hui aujourd'hui je crée mon contenu comme ça, faut toujours qu'il y ait un truc à la fin, faut que il y ait des changements de plan parce qu'aussi pendant 1 an je faisais des vidéos sur TikTok quand j'ai commencé mes sketchs où il y avait qu'un seul plan fixe dans ma chambre et ça changeait jamais, donc même si je me répondais à moi-même il y avait toujours le même plan. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, j'ai envie de rendre pro mon contenu et donc différents plans, de rendre la chose un peu plus scriptée, mieux filmée. Je suis sorti j'ai plus filmé avec TikTok, j'ai filmé directement avec mon téléphone, de la vraie caméra et je voulais vraiment de glow up mon contenu quoi. Mais aujourd'hui, oui, tout est bien travaillé. Je garde quand même en tête que quand je poste, j'aime que les gens se disent est-ce que c'est scripté, est-ce que c'est de l'impro, parce que je veux toujours rester dans le réel. Donc du coup, on n'a même pas forcément l'impression de tout le travail qu'il y a derrière et j'ai pas envie que les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière. C'est un peu une pression que je me mets de toujours rester dans le vrai, dans l'authenticité du truc. C'est pour ça que je voulais te poser des questions aujourd'hui pour savoir un petit peu plus justement comment tu préparais, limite tu vois tes journées, comment tu les orchestrais et j'ai l'impression que c'est très protocolaire du coup. Même pas. C'est et en plus c'est vraiment en flux tendu tout le temps. C'est-à-dire que j'ai jamais de stock. Donc là aujourd'hui, j'ai rien à poster pour demain ni pour le reste de la semaine. C'est vraiment toujours en flux tendu tout le temps, non-stop. Et après, si je pense de toute façon avec la créativité, si tu crées trop d'avance, peut-être que t'aurais pas assez d'inspi, non? C'est difficile des fois, tu sais, quand ton état d'esprit n'est pas mis sur ta créativité. Des fois, t'as beau te mettre devant ton PC, tu veux écrire un truc, ça marche pas du tout. Tu vois. Tout mon quotidien, il va être surtout de puiser des idées à droite à gauche, d'écrire, de penser, écriture surtout. Mais c'est pas protocolaire de me dire je me lève, je bois mon café, j'écris mon sketch, je le tourne l'après-midi. Ça, c'est ce que je faisais il y a 1 an et demi. Oui, je crois qu'en coaching, justement, tu faisais ça. Voilà, je me disais, le matin, je trouve une idée. J'essaye de me dire 2-3 vannes et je me mets devant ma caméra et je tourne. Et je postais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai rendu le truc plus pro, plus scripté. Donc, ça demande beaucoup plus de travail en amont. Mais mes vidéos marchent mieux aujourd'hui aussi. Donc, c'est pas pour rien que je le fais, justement. Et puis aussi, c'est pour aussi évoluer un petit peu, tu vois. Faut se challenger et voilà. Et puis pour d'autres projets aussi après. Mais Et une vidéo, par exemple, tu mets combien de temps à peu près en moyenne, écriture, poster, faire le montage, je fais tout seul. De toute façon, j'ai personne qui même 1/100 de son temps sur mon contenu, à part mon agent sur mes collaborations rémunérées. Et tu veux déléguer aujourd'hui? Non. Non, c'est tout moi. Même le montage. Mais tout. Ok. Parce que je pense le truc. J'essaie d'avoir une vision un peu réalisateur où je sais exactement quel plan avoir, quel montage, quel rendu, quelle musique mettre à tel moment, tel truc, tel effet. Si je le délègue, il faudrait 4 copies doubles de détails de tout ce qu'il faut faire. Alors autant que tu le fasses toi-même pour l'instant. Et je pense que tout réuni, faut 6 bonnes heures,
Ouais, donc en fait, quand tu fais en flux tendu, si ça te prend 6 heures déjà dans la journée. Bah, c'est presque une journée de travail. Voilà, tu vois, sauf Okay. que j'ai pas d'heure. Je me lève tous les matins. Alors on peut rentrer dans le piège de pas se lever, de se lever à 14h, machin. Alors moi, pas du tout. C'est peut-être aussi la vieillesse d'avoir 26 ans et de me lever tout seul sans réveil. T'as toujours été sage quand même. Ouais, je me suis toujours levé sans réveil. Donc de 8h, 9h30, je prends mon temps. Mais aujourd'hui, tu vois, avant, je sortais une vidéo par jour. Aujourd'hui, beaucoup moins parce qu'il faut de l'idée. Après 2 ans et demi, il faut. Et plus tu sors, plus au bout d'un moment, bah, tu puisses tout ton puits d'idées et de créativité. Ouais, quand tu puisses trop, bah après, t'arrives à vite la page blanche et j'ai plus d'idées. Et tu vois, si tu postes trop rapidement, tu rentres vite dans un truc de. Ouais, c'était syndrome de la page blanche. Voilà. La feuille blanche, ouais, mais c'est un peu ça. Mais c'est pour savoir si tu l'avais aussi des fois de temps en temps. Ah oui, bah à des moments, tu dis putain, j'ai tout fait quoi. De quoi je vais parler et tu sors, tu vois tes potes, tu vis tel truc et on te raconte un truc, tu vis un truc toi personnellement, tu dis ah ouais putain et voilà, et en fait ça revient vite. Okay. T'as toujours un truc. Mais moi d'une ampoule, je peux partir de une idée d'ampoule qui se met mal au plafond et j'en crée tout un sketch. Je vais partir d'une idée à la con des fois pour créer tout un truc, tu vois. Et t'as toujours eu cette facilité à créer, comme tu disais en fait depuis que t'étais tout petit. Bah, je pense que je déborde de créativité et j'adore créer des choses. Et c'est vraiment ce qui me prend en trip aujourd'hui, c'est vraiment de créer des choses et de les mettre en lumière sur ma vision de comment j'ai envie de la créer. Ouais, je vois. C'est pour ça que je délègue rien et puis je suis assez ça va, je m'en sors très bien à le gérer tout seul aujourd'hui. Mais 3 vidéos max par semaine aujourd'hui. OK. À peu près. Après, tant que vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Voilà. Si c'est mal fait. Puis au début aussi, je postais tous les jours. C'était aussi pour gagner en abonnés et gagner en visibilité, en notoriété, et puis que ça devienne un business aussi par la suite. Ouais, donc t'as vraiment calculé quand même le fait de déployer, de comment déployer, etc. Je connaissais les travers de TikTok au tout début de l'application. Je savais qu'il fallait poster tous les jours, être tout le temps présent, non-stop. Donc ma pression était, il faut que je sois présent tout le temps. Et ça a marché une fois, 2 fois. Je me suis dit, où est-ce que ça va m'amener ? Donc j'ai posté, j'ai grimpé en abonnés. Aujourd'hui, je poste beaucoup moins parce que maintenant que je suis présent, on sait qui je suis implanté sur le marché de créateur de contenu. Donc du coup, aujourd'hui, quand t'es implanté, tu travailles plus ton contenu pour que les gens te suivent toujours. Ça a un peu changé de cap. Mais aujourd'hui, j'ai aucune pression d'abonnés, de gagner en abonnés. Alors ça, vraiment, c'est pas du tout ce que je me dis dans ma tête, quoi. Après, de toute façon, avec le bagage que t'as là, tu peux être un peu plus safe là-dessus. Ouais, non. Mais parce que tu cherches encore parce que il y en a peut-être pour beaucoup, ça va être leur objectif de gagner en abonnés à tout prix, d'atteindre 3, 4, 6, 7 millions. Aujourd'hui, je pense que j'ai 7 millions ou 3 millions sur TikTok. Vraiment, ça changera rien. Ah ouais, c'est pas du tout mon objectif de gagner en abonnés. Les abonnés, ils viennent par rapport à ta création de contenu, de toute façon. C'est simple. Donc, focus sur ta création de contenu et ça, c'est la récompense qui vient après. Donc, je focus surtout sur rendre pro les choses pour travailler le après et quand tu sors des réseaux, qu'est-ce que tu vas produire comme contenu hors de tes réseaux sociaux, et c'est pour ça que je le rends plus pro aujourd'hui. Mais je focus pas du tout sur le nombre d'abonnés. Je vais regarder mes stats de vues, etc. Mais pour moi, faut que je sois fidèle à moi-même et que je m'amuse surtout. Faut que je m'amuse. Pour moi, c'est même pas un travail, c'est ma passion de créer des choses, en fait, de rigoler, toi, de faire rire les gens. Et quand tu vois que plein de gens rigolent, plein de gens commentent, plein de gens te suivent, du coup, parce que quand tu vois la récompense, ils te suivent forcément. Mais je vais pas mettre un focus objectif. 1 million d'abonnés sur Instagram en décembre 2024. Enfin, non, pas du tout ça. Alors ça, vraiment, c'est pour ça que je quantifie pas mes objectifs. Je quantifie plutôt ma créativité. C'est un peu bizarre, mais. Ouais, je vois. Donc c'est pour ça que je suis entrepreneur, mais après, pour moi, je priorise tellement la créativité. Je pense que quand t'es artiste, ta créativité, elle prend le dessus sur l'entrepreneur. Après, comme tu dis, de toute façon, ça va de soi. C'est la récompense. Si ça plaît, tu peux le déployer. Mais si tu travailles tes réseaux sociaux en te mettant des objectifs d'abonnés, c'est pas comme ça que tu grandis. Faut prioriser. Surtout sur la partie artistique. Ah ouais. Et aujourd'hui, par exemple, tu disais, excuse-moi, je vais juste revenir là-dessus avant. Sur la partie professionnelle, tu disais que tu essaies de plus professionnaliser. Ouais. Si on vient sur notre période après Covid, plus ou moins après Covid, quand ça a explosé. Ouais. Là, tu te rends compte que tu peux vivre de ça ou pas du tout?
je vois un petit peu parce que tu commences à faire une vidéo, tu fais ta première collaboration rémunérée où t'as un petit chèque de 500 €. Tu te dis, oh là, super. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, c'est plus du tout, c'est bien plus que ça, tu vois. Mais jamais de la vie, je me serais vu à cette place aujourd'hui. Hein. Ouais. Mes potes, les premiers, pourront parler dans ce micro pour le dire, mais jamais de la vie, jamais. Ouais, pas du tout. Je voyais le côté pro et je me suis dit bon bah je vais continuer, je vais voir peut-être. Je me rappelle, on avait ces conversations en coaching, en séance de coaching. Je me disais bon bah je veux sortir une autre vidéo, c'est cool. Putain, première collaboration que j'ai fait, c'est avec Canal+ en plus, pour te dire. Grosse marque implantée. Je me suis dit waouh, quel truc de ouf quoi, tu vois. Et donc du coup je fais cette collaboration et je me dis bon bah je vais continuer, hein, peut-être que ça va être 500 € et demain ça va être 1000. Ouais, bah. Et après, et ça a commencé à grimper et vraiment j'ai été pris dans le truc de me dire waouh, ça va super vite. Okay. Vraiment, ça va très très vite. Ouais, mais je me rappelle, c'était au moment où on était en coaching que t'avais cette phase de battement où t'hésitais. Non, ouais, tu te rends pas compte et tu prends. Mais j'ai toujours quand même focus de. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est éphémère. Prends tout ce qu'il y a à prendre et tu verras par la suite. Jamais j'ai pensé éphémère. J'ai toujours pensé long terme. Ok. Donc, même au début, je refusais plein de collaborations parce que c'était pas en valeur du tout avec ce que je voulais faire, ce que je voulais être, alors qu'il y avait une somme d'argent à la clé. Parce que j'ai jamais fait ça à la base pour l'argent. J'ai toujours fait ça pour divertir les gens et de rigoler. C'est forcément quand tu grandis, bah après t'as le côté pro qui rentre et le côté business. C'est logique. Mais t'en as beaucoup qui vont dire je veux être influenceur, je veux être créateur de contenu pour l'argent, pour la fame, pour machin, tout ça. Moi, ça a jamais été les objectifs principaux dans ma tête. Bah, là, avec notre discussion, ce qui est bien, c'est vraiment que tu prônes vraiment ça où tu restes dans ton axe, où t'es aligné et t'es aligné avec toi-même et ça bouge pas, quoi. Simple, encore aujourd'hui, même maintenant, j'ai refusé aujourd'hui une collaboration par rapport alors qu'il y a un gros chèque, hein, tu vois, et c'est des belles marques. Mais parce que c'était pas en lien avec ce que j'ai envie de parler, ce à quoi mes abonnés me suivent, donc je l'ai refusé. Puis en plus, les collaborations que tu fais en général, enfin surtout ces derniers temps, tu les travailles énormément comme si tu faisais. Bah pour moi, les gens me suivent. Vidéos, il faut que ce soit implanté dans mes vidéos, mais qu'ils aient pas l'impression que ce soit une collaboration commerciale et que tu le vois au bout d'une seconde. C'est vraiment, il faut qu'ils regardent une vidéo. Certes, celle-ci, elle est rémunérée, mais il faut pas qu'il y ait, tu vois, sur l'échelle, sur la balance, faut pas qu'elle ait moins de valeur que celle qui n'est pas rémunérée. Parce que des fois, on voit des trucs grossiers où la personne, elle est au téléphone, elle dit ah tiens, tu veux mon nouveau Samsung et c'est tout, tu vois. Voilà. C'est pas fou. Et quoi. ça rejoint ce que tu me posais comme question tout à l'heure de me dire est-ce que ça t'a servi tes études ? Eh ben dans ce genre de choses, oui. Tu reçois un brief. Mon agent aujourd'hui, elle a aucunement besoin de me briefer totalement sur les mandatories et les mots-clés, ce qu'il faut dire, machin. Je prends le brief, je l'analyse, je surligne les choses importantes à mettre en avant. À partir des choses à mettre en avant, je vais créer tout un script à partir de tout ce qu'il faut mettre en avant. Et je me mets une pression sur la créativité, mais elle a pas besoin de revenir sur quoi que ce soit. Et généralement, même les marques, elles me font jamais trop de retours. C'est tout de suite, putain, waouh, le script, il est validé, tourne la vidéo. C'est toujours très fluide et j'aime garder ce truc fluide parce que j'ai été aussi derrière, à leur place, en backstage de la communication. Donc, je puise mes ressources de savoir-faire de mon époque, enfin, à l'époque, avant ma création de contenu. Et je la mets en place dans mes collaborations commerciales d'aujourd'hui. Tu sais qu'avec le recul, après je suis pas H24 sur Insta, tu vois, pour aller suivre 1 million de personnes. Et du coup, je connais pas tout le marché français non plus, mais c'est rare que je vois des collaborations aussi bien faites. Tu vois, où là c'est réellement construit et je crois que j'ai vu un truc, je sais pas si on peut pas en parler si. Non, de café, c'est DeLonghi, je crois. Ouais, bah si, c'est la vidéo que j'ai postée hier. Ouais, bah tu vois, j'ai vu ça. Et je me suis dit, en vrai, ça passe tellement à travers que tu remarques pas. Ouais. Tu vois, t'es là, tu dis, franchement, c'est vraiment bien fait. Mais, et puis, j'aime être sur les réseaux pour apporter quelque chose de différent. Aujourd'hui, le marché de l'influence et de la création de contenu, il est presque saturé en France. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Et je pense qu'il faut savoir tirer son épingle du jeu et se démarquer sur son concept, sa DA, sa manière d'être, et notamment sur les collaborations commerciales. Pour moi, j'essaye de les travailler parce que je me rends compte de pourquoi la marque me paye. Eh ben, je le rends en retour. C'est pas une tare pour moi. T'en as beaucoup peut-être qui vont prendre ça en mode oh putain, faut parler de cette marque. Qu'est-ce que je vais faire Bon, je le fais, tu vois. Mais moi, elle me paye telle valeur. Eh ben, je leur apporte en retour quelque chose de travaillé, de bien fait, qu'elle en ait pour son argent, surtout.
C'est important. Mais je pense que la majorité, en fait, ils prennent ça un peu avec la mentalité, comme tu le disais, genre prends tout ce que tu peux prendre. Voilà. Ou prends parce que t'es en galère aussi. Tu vois, avec l'influence, il y a beaucoup de gens qui sont en galère aussi. Ouais. Donc je pense que s'ils restent pas alignés avec eux-mêmes et qu'ils voient que l'aspect business, dans tous les cas, ils sont plus alignés avec leur public, donc ça reste moins authentique et les gens suivent moins. Ouais. Non, et puis je me mets la pression je me mets toujours à la place de ceux qui vont regarder mes vidéos. Donc c'est-à-dire que moi, tu me balances une vidéo. Qui est mal faite, qui est juste parce qu'elle est rémunérée, tu vois tout de suite collaboration commerciale machin. Si tout de suite tu me prends pas dans le truc, je la zappe. Ouais. Donc je me mets toujours focus cette pression là que sur mes collaborations commerciales. Je me mets à la place des gens qui me regardent. Et faut que tout de suite, tu vois, toujours mes premières scènes, elles ont aucun rapport avec la marque. Oui, mais d'un côté, c'est ce que j'étais en train de penser. T'es obligé à chaque fois de limite la marque elle est en second plan. Faut que tu la ramènes au premier plan. Mais pour moi c'est ça le futur de la pub, c'est ça. C'est de la pub bien faite. Un peu comme dans les films en fait. Mais c'est quand t'as le conteneur Coca-Cola derrière. Exactement. C'est amené dans le film, tu vois, c'est visuel. Faut qu'il y ait, malgré tout, faut qu'il y ait les éléments du brief, tu vois. Oui, mais tu vois, dans la vidéo justement de Longhi, la machine à café, c'est un site un site de revendeur de café, donc de machines, etc. Il fallait quand même dire code promo, fallait dire 20%, 150 € de remise, etc. Donc à partir de là, moi je prends pas le truc premier degré, je me dis bon, cette info-là, il faut que je la place. Donc automatiquement, mon script, je vais le travailler pour me dire à quel moment ça va être intelligent de l'insérer. Dès que mais ça se travaille encore une fois. Ouais, ça se travaille. Et ça, voilà, quand c'est une collaboration commerciale, je me mets beaucoup de pression. Parce que je me mets une pression pour les gens qui vont regarder ma vidéo, que ce soit pas rébarbatif pour eux. Il y a tellement de pubs aujourd'hui sur Instagram, il y a tellement de pubs à la télé, tu regardes YouTube, t'es inondé de pubs à droite, à gauche. Si c'est pour une énième pub qui ressemble à celle que mes collègues créateurs de contenu ont déjà faite, non. J'essaye d'apporter de la plus-value je dis toujours ce terme, non, mais faut de la valeur ajoutée, de la plus-value à ton contenu. Donc je me mets une pression. Et justement, en parlant de pression et justement des autres, l'authenticité, tu la gardes et tu t'inspires de personnes qui font de l'humour du coup dans le même secteur ou pas du tout? Oui, sur notamment mes personnages féminins. Okay. Pour ceux qui connaissent un peu à l'époque, Florence Foresti, elle faisait ses personnages chez Ruquier sur France 2. Oui, je me rappelle. Eh ben, il y a beaucoup de refs. Au tout début de mes sketchs, je me suis beaucoup inspiré un peu de ces personnages, Laurent Gérard, les imitations, même les personnages du Blond, de Gad Elmaleh, du travail. Enfin, voilà. Je me suis inspiré de ces humoristes-là. Ouais. Mais j'ai pas fait du copier-coller. Puis non, parce qu'en soi, même si tu t'inspires aujourd'hui, on le verrait pas parce que c'est pas du tout les mêmes modules, tu vois, de comment tu le retransmets en format court avec les vidéos et tout ça. Donc non, je m'inspire, mais jamais de la vie je copie-colle. C'est comme quand je vais regarder une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui fait de l'humour, elle va me faire rire. Je vais pas prendre le truc premier degré en mode il a bien joué son personnage, je vais faire pareil. Je m'inspire, mais jamais dans du copier-coller. J'essaye toujours tu t'inspires, mais ce que tu délivres, c'est toujours authentique, aligné avec toi-même. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de suivre des choses qu'ils ont pas déjà vues. Ça, surtout le divertissement d'aujourd'hui, c'est pareil. Tu regardes TF1, tu regardes France 2, tu regardes M6. Ils apportent toujours des nouvelles idées pour. C'est ça l'objectif. Mais justement, au final, comme tu disais, il y a l'avenir de la com, tu vois, avec par exemple les panneaux publicitaires qui sont cachés, etc. Mais au final, quand on parlait justement tout à l'heure de personal branding, ou les gens qui se développent sur les réseaux sociaux, c'est horrible. Tu vois, c'est du copier-coller. Comme on disait tout à l'heure, on discutait avec quelqu'un du marché du coaching sportif. En vrai, faut y aller, tu vois, pour se démarquer. Et tout le monde est pareil, tout le monde est identique. C'est très bizarre. Et la création de contenu, c'est vraiment ça. C'est saturé. Donc, si t'apportes pas, tu tires pas ton épingle du jeu dès le départ, ça va être très dur pour toi de gagner en abonnés, de gagner en visibilité et de te démarquer. C'est ça. J'ai l'impression que c'est saturé, mais à l'inverse aussi, plus t'es authentique, plus tu restes aligné avec toi-même. Plus t'apportes aussi du contenu qui est qualitatif, plus tu peux percer aussi rapidement. Bien sûr. Mais c'est bien, tu vois, dans ce podcast justement d'aller au-delà des apparences parce que c'est ce que je voulais transmettre. Et en ce moment, moi, je te disais, c'est depuis un an, c'est ce que je voyais, où t'as plein de personnes en fait qui sont pas alignées. C'est pour ça qu'en général, au niveau de leur business, ça fonctionne pas. Bien sûr. Parce que peut-être t'as fait. Prenons l'exemple, tu vois, avec moi, tu fais du coaching sportif toute ta vie. Au d'un moment, tu t'aperçois que t'es plus aligné. Un bifurque, tu vois, fait autre chose. Même si, par contre, il y a des fois, les gens, ils te persuadent de l'inverse. C'est que ils te disent vu que t'es bon là, reste là, tu vois, par sécurité.
Mais alors que si ça se trouve, si la flamme elle est éteinte et tu vois, tu bascules sur bien autre sûr. chose. Mais Ouais. Non, mais après, il y a de la place pour tout le monde en soi. Hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il. Voilà. Chacun a sa place. Ouais, Encore une fois, même si t'es pas forcément aligné avec toi-même, grand bien te fasse, tu vois. Mais bon, si tu cartonnes, et tant mieux pour toi aussi, même si t'es pas forcément toi-même. Mais en tout cas, moi, je priorise l'authenticité. Et voilà, tout le monde a sa place, mais moi, j'essaye toujours de me mettre une pression je me démarque et j'essaye de. On n'avait jamais vu quelqu'un qui fait que du contenu comme ça avec un t-shirt sur la tête. Bah, je l'assume totalement et je suis fidèle à moi-même. J'ai jamais changé de concept aujourd'hui. Ouais, et t'en as beaucoup qui me disent d'ailleurs ça. T'as pas peur qu'au bout d'un moment, bah les gens ils s'en ont marre quoi de ton contenu et que tu vois c'est. Au bout d'un moment, on a compris. Bah non. Tu te renouvelles, c'est ton écriture, c'est ta façon de tourner tes vidéos qu'il faut renouveler. Mais les gens me suivent à la base pour mes sketchs, donc je continue. Tu vois. Ok. Donc ouais, c'est du travail à long terme, de toute façon, de toujours se renouveler, hein, c'est ça. Hein, et toi, t'as jamais eu de doute sur ton parcours à un moment où tu t'es dit, est-ce que je vais pas m'essouffler, tu vois? Ah si, bah tu te le dis. Ouais. C'est pour ça que je te disais, au bout d'un moment, quand c'était full impro, au bout d'un moment, je disais bon, je trouve ça un peu moins drôle même. Tu vois, je me fais moins rire, je me répète. Comme je travaille pas mon écriture, bah je me répète dans ce que je dis dans mes sketchs. Et au bout d'un moment, voilà, donc j'ai dit bon bah quelle solution? Bon bah je vais commencer à écrire. J'écrivais toutes mes répliques alors que je suis pas du tout script. Tu vois, j'écris jamais, je lis jamais de livres. En plus de ça, je me tape parce que je lis jamais de livres, mais c'est important de lire, tu vois. Même pas en audible. Même pas. Vraiment, t'écouteras le podcast quand même. Voilà, au moins, au minimum. Si j'écoute des podcasts, okay. Mais jamais j'écris, jamais je lis, jamais tout ça. Donc du coup, pour moi, du jour au lendemain de me dire, je vais écrire ce qui se passe tout là-dedans, c'est compliqué quoi. Ouais. Au tout début. Et au bout d'un moment, bah maintenant je suis à l'aise avec comment j'écris le truc et tu vois, je visualise sur le après. J'aimerais bien écrire des longs métrages, j'aimerais bien écrire une série. Tu vois, ça c'est dans mes notes. Ok. Il y a rien qui est vraiment très concret parce que c'est un peu brouillon comme dans ma tête. Oui, mais c'est une vision globale ou. Mais une vision aussi. Demain, t'as envie de produire autre chose que sur tes réseaux sociaux. Faut que les choses elles soient écrites. On m'a toujours dit ça. Même un humoriste sur scène, même son impro, elle est travaillée. Ok. Même l'impro. Sur scène, aller travailler chez les humoristes, tu vois. Tu n'arrives jamais avec un spectacle 100% freestyle. C'est jamais freestyle. Et même quand t'auras l'impression, tu vas dire putain, il est quand même très fort en impro dans la salle. Son improvisation, elle est travaillée. Ça, il y a vraiment que les gens du secteur qui le savent. Mais je pense de toute façon quand t'arrives à des du succès, tu vois, peu importe le secteur, t'es obligé de travailler derrière. Ah, mais oui, ça se fait pas comme ça. En mais bien sûr. Voilà. C'est tout est un peu travaillé au fond. Ouais. Même. Tu peux faire de l'impro, j'ai pas dit que c'était 100% écrit, machin, son impro, mais tu sais le faire. Ouais, je vois. Mais parce qu'il faut toujours, voilà, on m'a toujours dit, tu vois, si tu veux vraiment devenir pro et gagner plus en visibilité et faire des projets, tu vois, il y a 1 an et demi en arrière, on m'a dit, commence à écrire, écris tes choses, rentre le truc plus pro et ça te servira pour après. Bah, ça sert, quoi. Et t'as des personnes connues qui t'ont orienté ou aiguillé aujourd'hui pour te professionnaliser un peu plus, sur Alors, ta pas du tout, à part mon agent. Ok. Il y a que mon agent qui m'entoure aujourd'hui, en tout cas sur la vision pro. Ok. Vraiment, non. Non, personne de bah tu sais moi je suis un vrai loup solitaire, on me voit jamais Puis t'es hyper autodidacte en fait. Ouais. Et c'est marrant que les premières fois où on parlait en coaching, j'avais pas trop l'impression. Et au fur et à mesure de te côtoyer, je me dis c'est avec le recul là en écrivant le podcast aussi, je me disais en fait il est hyper autodidacte parce qu'il a tout fait tout seul à chaque fois et m'écoute moi-même. Alors certes des fois tu vois mon agent qui connaît quand même le milieu aujourd'hui et qui a plein de connaissances, elle va forcément me dire à des moments bah non, aiguille ça plus comme ça, plus comme ci. Parce que bon, écris. Tu vois, j'ai des idées pour écrire un long métrage. Je sais pas comment ça se passe, hein, écrire un script. Tu vois, les lignes. Moi, je fais des tirets, mais un script, voilà, un script de vrai film. C'est pas du tout mon fichier que j'ai sur mon drive. Puis t'as de la méthodologie. Voilà, il y a une méthodologie. Un réalisateur aujourd'hui, voilà, j'ai aucune. Tu vois, je connais pas les plans, je connais pas les appareils photo, les caméras. Tu vois, j'ai pas l'aspect technique du tout. Donc pour moi, je fais comment je le sais moi et comment je l'ai vu et comment j'ai écouté tel truc. Donc je me dis, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais voilà, c'est ça que je vais surtout écouter pour après, tu vois. Pour après, donc j'apprends à le faire. Donc en fait, tu fais tout de manière autodidacte. Mais voilà. Et ce qui est bien, c'est dès que t'as quelque chose qui fonctionne pas, tu te remets en question, tu réadaptes et tu reprends une autre direction pour que ça fonctionne. Exactement. Mais j'essaye de jamais le montrer ça.
Ouais. Tu vois, je montre jamais mes faiblesses, mes failles, mes moments de mou, alors que t'en as plein, hein, forcément, mais comme tout le monde. Après, de toute façon, tu restes authentique aussi avec, t'es pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux si ça te va pas, tu vois. Enfin, demain, tu veux pas montrer tes enfants, tu montres pas tes enfants, bah, bien c'est sûr. pas grave. Ouais. Et puis, ça surtout, voilà, c'est ma barrière. Quand tu t'imposes une barrière, tu vois, quand t'imposes pas tu montres trop ta vie, forcément, tu ouvres des portes aux gens de juger ta vie. Ouais, c'est vrai. Quand tu mets tes barrières et tu sais tes limites, de quoi montrer aux gens, eh ben les gens s'en foutent. T'es en couple, t'es pas en couple, ils vont s'en foutre. Enfin, ils vont se poser la question, mais ils vont pas faire focus sur ça. Et puis limite, je pense que c'est mieux des fois qu'ils se posent la question et qu'ils restent sur une interrogation. Voilà, exactement. Tu laisses en suspens. Tu laisses du suspense et tout, mais ouais, tu t'imposes toi-même tes barrières sur ce que t'apportes aux gens ou non. Moi, j'ai envie que les gens me suivent pour mes sketchs. J'ai pas envie qu'ils me suivent pour savoir si j'ai bu un caramel macchiato ou un café le matin. Tu vois. Et j'ai pas envie de vivre par rapport aux autres aussi. Ouais, je vois. Tu vois, quand tu te mets en couple, t'affiches ton couple et tu priorises là-dessus, tu vas avoir plein de gens qui vont s'abonner essentiellement pour ça. Et t'as plein de gens qui te suivent pour tes sketchs qui vont en avoir marre que tu montres que ton couple et qui vont dire oh c'est bon, il m'a saoulé lui. Donc faut faire la balance, tu vois. Après, et c'est important aussi de parler un peu de toi-même aussi. Voilà, c'est ça. Mais t'imposes tes barrières et tes limites. C'est ça. Je pense qu'il faut mettre ses barrières. Si demain toi tu veux t'afficher en couple et en fait que tout ton contenu il tourne autour du couple, why not, tu vois. Faut juste cadrer ton truc. J'ai pris l'exemple du couple, mais c'est un plein bon de choses. Tu vois, c'est sur plein de choses. Quand tu commences à donner ton avis sur tout, faut se mettre ses barrières et encore une fois, c'est travailler. Tout ce que tu apportes aux gens, c'est travailler. Tu vois. Ouais, je vois totalement. Revenons sur notre petite chronologie. Yes. T'as commencé à professionnaliser et tu disais que tu professionnalisais autant les sketchs que la partie pro. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles avec combien de personnes ? J'ai mon agent. Ok. Et elle a son assistante. Donc 2 personnes qui m'entourent vraiment. 2 personnes et moi tout seul à faire toute ma création comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Ok. Et tes journées, elles se rythment comment ? Parce que je vois que des fois t'es invité, par exemple la dernière fois, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais des avant-premières, des choses comme ça. Ouais. Tu le rythmes comment et tu t'organises comment après ? Enfin, en flux tendu comme tu disais. Le problème, c'est que le lundi, tu peux te dire, dans la semaine, j'ai rien de prévu. Ouais. Et le mardi, t'as reçu 10 000 mails. T'as reçu plein de SMS de machin et t'es invité à tel truc mardi, t'es invité à tel truc jeudi, t'es invité à tel truc, t'as ça ce week-end, t'as ça à faire, t'as ça machin. Donc du coup, tu vois, c'est toujours en flux tendu. Ton planning, il est jamais vu à l'avance. Ok. Donc moi, mes contenus, j'essaye de me dire, semaine prochaine, je fais 3 vidéos, j'essaye d'en poster une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Ouais. Je vais me dire ça. Je sais toujours pas de quel sujet je vais parler, ça va venir sur le vif, tu vois. Ouais. Mais après, ton quotidien, il est rythmé en fonction de les demandes sur le vif. Ouais. Donc t'as des choses prévues à l'avance, hein. Mais tu vois, je sais ce week-end, je sais ce que je vais faire, mais je sais pas. Si ça se trouve, je vais avoir un truc vendredi soir de prévu qui va arriver là tout de suite. Tu vois, là, alors où je te parle, j'ai mon agent qui vient de m'appeler. Ouais. Ça se trouve, elle m'appelle pour me dire, t'as tel truc demain à faire, tel truc machin, on vient de voir la demande. Tu vois. C'est toujours et du coup, c'est elle qui organise ton planning en général. Ça se passe comme ça. Il y a un drive. J'ai un drive avec tous les trucs de mes collaborations, ma comptabilité, mes factures, mes machins, la vision un peu business. Ouais. Et j'ai un agenda sur c'est quoi, c'est Google, ouais. Google, l'agenda Google. L'agenda, je pense. Ouais. Et l'agenda Google, il est, j'ai tous mes trucs, c'est donc tout à jour. Voilà. Et tout à jour. Vous faites par exemple, tu vois, c'est un secteur que je connais peu d'artistes, tu vois, qui ont des agents. Ouais. Et du coup, tu t'organises comment ? Vous faites des réunions des fois ? Vous planifiez des objectifs ? Vous organisez comment ? Je l'ai plus au téléphone que ma daronne, hein, tu vois. Ouais. Toujours limite, au téléphone. Ça devient pas ton meilleur ami. C'est un peu ma deuxième maman aujourd'hui. Elle a quand même 45 ans, j'espère qu'elle va écouter ce podcast, ça lui fera plaisir que je cite son âge en direct. Mais ouais, généralement, c'est des visios. Toi, même, il y a des collaborations avec des marques. Il va avoir une vision avec la marque, avec mon agent, avec moi. T'as des fois des rendez-vous, on se fait des plannings, une vision fin d'année. Là, on va faire un bilan, on fait souvent des bilans. Mais c'est au quotidien. Oui, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Mais il n'y a pas de moment où, par exemple, tu te mets pas des objectifs pour l'année prochaine, des choses comme ça, si ? Tu vois, on va se dire, oui, t'as écrit tel truc, et là, on essaye de travailler le après. Ok. Le après. Le en dehors des réseaux sociaux. Ok. Parce que j'arrive à gérer cette partie-là. Puis ça se passe bien. Instagram, donc, TikTok. Ça me fais confiance, ça marche, donc je me fais confiance. Mais sur en dehors,
la scène, faire des films, du cinéma, la télé, etc. J'ai aucune connaissance, j'ai aucun contact. Donc ça, mon agent, elle les a. Okay. Et c'est elle, après, qui t'apporte une vision de carrière, plutôt. Ok. Tu vois, elle va travailler cette vision de carrière pour toi. Et de te dire, tel objectif, voilà, t'as écrit tel truc, t'as des idées pour écrire une mini-série, travaille là, j'ai des contacts en production chez telle personne, telle prod, tel machin. On se dit qu'on les rencontre en avril. En avril, il faut qu'on soit prêt d'avoir un truc. Et on les pitch et machin. Et après, on pourra les toper du Netflix, du machin. Tu vois, ça se passe plutôt comme ça. C'est une vision de carrière. Ouais, je vois. Et là, au niveau vision carrière, tu as des projections que, après, si tu veux pas le dire dans le podcast, tu peux. Si, moi, j'ai trop de trucs en tête, tu vois. Je sais, écrire une mini-série, j'ai écrit un long métrage, j'ai envie de monter sur scène, pas tout de suite. Quand j'ai commencé à faire ce job-là de création de contenu, pour moi, j'ai jamais cherché à être créateur de contenu. Ouais. Mais je me suis toujours dit, je vais peut-être atteindre ce petit rêve que j'avais quand j'étais petit de me dire, je vais monter sur scène et faire des sketchs sur scène, du spectacle vivant pour faire rire les gens en vrai. Ça, c'était réellement ton rêve tout petit. Voilà. Enfin, ce que t'imaginais qui était je rêvais possible. De me dire, putain, j'ai envie de remplir une salle et je rêve d'être à leur place, les gens t'applaudissent, les gens crient et rigolent de tes vannes. Je trouvais ça, j'étais fasciné par ce métier, mais j'avais toujours ça en tête de me dire, putain, j'aimerais tellement être à leur place, tu vois. Et du coup, je me suis fixé cet objectif-là et quand j'ai commencé les réseaux, je me suis dit, peut-être que grâce à ça, step by step, je vais atteindre finalement ce petit rêve, tu vois. Donc je pourrais commencer tout de suite, mais oui. Je me freine tout seul parce que peut-être que je me dis, putain, aujourd'hui, ce rêve, il est quand même atteignable plus facilement qu'à l'époque. Parce que c'est pas trop facile. Du coup, ça me fait peur aussi. Tu vois, d'y aller vraiment, ça me fait peur, tu vois. Ok. Mais c'est bien parce que du coup, depuis le début du parcours, j'ai l'impression que t'avais jamais eu peur. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, c'est la première peur. Ouais. Mais parce que j'ai tellement toujours eu ça en tête que c'est vraiment le premier truc. Je vais pas avoir peur parce que je me fais toujours confiance. Donc c'est pas la peur d'avoir les gens en direct et d'avoir 2000 personnes devant toi. C'est pas forcément ça. C'est le truc de me dire putain, ce rêve de l'époque, je sais ça. C'est du subconscient un peu. Tu touches presque du bout des doigts. Voilà. Donc c'est ça. Ok, je vois. Donc je me dis mais en tout cas, l'objectif clé, c'est de faire de la scène et j'aimerais faire rire les gens en vrai et de les rencontrer surtout parce que t'as la barrière digitale aussi derrière ton téléphone. C'est ce que on en avait parlé à l'époque, je me rappelle. Voilà, tu vois. Ouais. Et tu me disais que t'étais pas trop déjà à l'époque. Ça te fait pas plaisir dans la rue parce que les gens du coup te font plein de compliments de ouf et ça te fait plaisir parce que tu les vois en vrai. Tu vois, c'est au-delà d'un commentaire. Tu l'as vécu comment ça au début? Au début, tu flexes un petit peu, t'es content. Je pense tout le monde en réalité. On te demande ta première photo, ton premier machin, c'est cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te rends pas forcément compte de tes millions de vues, de tes millions d'abonnements. Puis ça reste des chiffres, c'est comme ton compte bancaire. Tant que tu l'as pas dans les mains, tu te rends pas compte des fois. J'exagère. Demain t'as 1 million, tu te rends compte. Mais oui, mais c'est ça. Tu vois, tu regardes tes réseaux, tu dis putain, j'ai 3 millions d'abonnés sur TikTok. Ça te paraît beaucoup, mais tu te mets. Projet, tu te mets dans la rue et tu mets 3 millions de personnes en face de toi, le nombre que c'est. Donc tu te rends compte de ta notoriété, de l'impact que tu as quand tu es dans la rue. Ok. Généralement, tu vois. Et aujourd'hui, oui, tu te prends en pleine face ta notoriété et tu dis mais c'est moi vraiment qu'on arrête là, qu'on demande une photo. Quand je suis avec ma sœur, mes frères, tu sais, ils hallucinent, tu vois, de me voir faire des photos et ils te demandent vraiment une photo à toi, genre, tu vois, c'est très chelou, un peu. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu crées un peu, c'est vrai que tu peux vite rentrer dans un, tu sais, t'as toujours envie d'être dans ta bulle, lunettes, parce que tu vois tous les regards des gens. Et ça, des fois, tu peux vite être oppressé un petit peu. Ok. Donc, à des moments quand il y a beaucoup de monde et que je me promène à République à Lyon, tu sens tous les regards sur toi, même si on vient pas. Je me rappelle à la salle de sport pour l'anecdote où je partais, j'étais parti boire, je crois, et je reviens, il y avait 2 personnes qui étaient en train de prendre des photos. Ouais. Et c'est des gens qui t'observent depuis 30 minutes. Donc quand tu le sais que les gens t'observent, tu vois, t'es plus, même si on te parle, t'essayes de focus à droite à gauche, donc, des fois, faut lâcher prise, faut pas être dans le contrôle de dire, putain, faut que je me tienne droit, faut que je machin, parce que t'as souvent les gens qui vont te filmer en scred. Ouais, mais ça, je me rappelle à la salle, il y avait certaines personnes qui l'avaient fait, on a vu. Et ça, quand il y a beaucoup de monde et que t'es dans la rue, tu ressens les gens, ils pensent on les entend pas. Si, on les entend. Quand on te reconnaît, tu entends les gens. Je préfère même qu'on vienne me demander la photo plutôt qu'on me prend en scred au loin et qu'on parle. Et t'entends tout ça, tu vois. Ouais. Et du coup, tu rentres dans un truc où quand tu marches, tu te sens observé, tu vois. Des fois, c'est un peu bizarre. Ouais, j'imagine. Mais bon, ça fait partie du job aussi, hein, tu vois. Donc, oui, après, c'est la clé du succès aussi à un moment donné. Je pense que c'est de la bienveillance.
Les gens ils te reconnaissent, ils me jettent pas des poires à la gueule. Donc, Oui, à oui, un oui. moment donné, voilà, je me plains pas du tout. Mais tu peux avoir cette oppression là, et je pense que n'importe qui, quand tu te sens observé, c'est pareil. Tu te sens mal à l'aise. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Après, le plus mauvais moment que t'as vécu depuis que t'as commencé, ce serait lequel? Oh là, bonne question. Le plus mauvais moment. Après, on aura le meilleur aussi. Hein. Donc, alors un mauvais moment, si je dois donner un conseil pour les gens qui débarquent dans l'influence, de faire gaffe avec qui ils signent, de relire ses contrats par des avocats. Et juste, attends, pour expliquer pour les personnes qui connaissent pas du tout, parce qu'en plus, moi, j'ai bossé dedans à une époque, je sais pas si tu te rappelles, où on avait une agence intermédiaire. Pour expliquer aux personnes, en général, et tu me compléteras, Logan, s'il faut, mais quand t'es influenceur, entre guillemets, t'es sollicité pour les collaborations, comme on disait tout à l'heure. Et moi, je me rappelle, j'avais fait l'agence où on faisait intermédiaire entre les agents ou les agences, entre les agents des influenceurs ou même les influenceurs en direct ou les agences. Et on a des personnes qui nous approchaient pour avoir tel influenceur ou tel agent, telle agence. Après, complète si t'as des choses à dire. Non, c'est exactement ça. On est signé dans des agences ou non. Il y en a plein qui sont tout seuls, qui gèrent leur propre business. Oui, parce que tu peux avoir l'exclusivité aussi, il me semble. Et généralement, quand tu es en agence d'influenceurs, de créateurs de contenu, tu signes un contrat d'exclusivité. Ok. Donc du coup, tu appartiens à l'agence et du coup, ils prennent une commission sur toutes tes collaborations. La plupart des agences parisiennes, c'est 30% de commission sur tes contrats. Ok. Donc tu signes un contrat, imaginons tu fais une vidéo signée à 1 000 €, prenons l'exemple de 1 000 €, ils vont prendre 300 € sur cette vidéo, le reste c'est pour toi. Ok. Donc sur tous tes contrats, ils prennent 30%, sauf il faut faire gaffe avec qui tu signes, quel contrat, etc. Donc j'ai commencé moi à être dans une première agence parce qu'il fallait que je me suis dit bon, même si je suis capable de gérer tout seul, je pense que je sais ce que c'est de la négociation client, je sais ce que c'est une facture, je sais ce que c'est un devis. Chill. Mais je me rappelle en plus de ce moment-là où on en discutait, vu que moi je l'avais fait, je me rappelle, je t'avais dit reste tout seul, tu vois, au début, mais vu que c'était le début, c'était... Sauf que je me suis dit, bon, je connais pas le marché de l'influence, je connais pas comment ça se passe, je connais pas ma valeur, surtout, c'est important. Malgré tout, aujourd'hui, j'ai une valeur sur le marché, tu vois, c'est un peu bizarre. Puis t'as beaucoup de créateurs de contenu qui ont du mal à l'évaluer parce que des fois tu vois des prix exorbitants et des fois tu vois des prix exactement. Donc normalement on est signé dans ce genre d'agence pour parce qu'elles savent quoi faire pour toi en tout cas. Et donc voilà, sélectionnez bien l'agence, sélectionnez bien avec qui vous travaillez, avec qui vous signez, parce que du coup j'ai eu une première agence avec qui ça s'est très 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 mal fini. Je citerai pas leur nom, mais en tout cas ça s'est très mal fini. Et ça en période parce que je l'ai pas dit aux gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux, j'ai pas du tout fait une story drama en chialant sur mes stories en disant il m'arrive ci, il m'arrive ça. Après je trouve que ça sert à rien, tu vois. Non, tant mieux. J'ai pas voulu te créer de drama, mais du coup faut garder la tête haute, continuer ta création de contenu alors que t'as ça qui t'arrive ou tu l'as vraiment mal vécu toi du coup. Je l'ai mal vécu parce que c'était ma première expérience en agence. Je venais de tu vois, c'est ma première expérience. Donc première expérience qui a été un massacre, tu vois, aussi chaotique. Au final, tu te dis putain, dans quoi je me suis embarqué dans ce nouveau métier. De me dire putain, c'est un monde comme ci, un monde comme ça. Heureusement, je me suis pas fait une généralité. Mais c'est souvent, moi tu vois les histoires que j'avais entendues quand on avait l'agence, c'était souvent des choses comme ça où je voyais que en général quand t'as vraiment un talent qui explose, c'est surtout quand il explose, parce que quand il explose pas il a pas de problème parce qu'il est pas demandé. Mais ça a été ça pour moi, exactement ça. Quand il explose en général, après il y a beaucoup de du coup tu génères beaucoup de cash et après si tu génères beaucoup de cash forcément exactement. Il y avait pas de souci au début, mais parce que j'étais plus petit et j'avais moins forcément de collaboration, et quand tu commences à grandir et là plus il y a de l'argent de toute façon, plus les gens sont faux et sont prêts à tout pour te prendre ton argent. Donc faut faire gaffe, voilà. Que ce soit avec qui tu signes, avec qui tu t'entoures aussi, parce que ça peut être des expériences perso autour de toi, avec qui tu donnes ta confiance, tu racontes tel truc, tel machin. Dans ce monde-là, voilà. C'est pour ça que je suis un vrai loup solitaire ça m'a forgé un peu plus pour être encore plus loup solitaire, tu vois. Et donc la première expérience d'agence, fallait que je garde la tête haute en continuant de rigoler sur mes stories, en continuant de produire mon contenu, en continuant de faire mes vidéos. Après d'un côté, j'ai envie de te dire c'est presque normal parce que c'est ton premier business au final. Donc c'est ta première association en business, donc ça réussit pas du premier coup souvent. Tu commences à créer ta micro-entreprise, ensuite tu crées ta société. Quand il t'arrive une expérience comme ça,
comme tu dis, ça touche un business, tu vois, après. Donc, oui, puis ouais, donc c'était revenu à l'époque, je pense, quand ça s'est passé. Donc, c'était revenu, et donc, putain, tu te remets vite en question, tu te dis, putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je suis pas mieux dans ma petite vie tranquille, finalement, et que ça devienne pas un business et que je continue juste pour faire rire les gens? Parce que du coup, voilà, j'ai jamais cherché à vouloir gagner de l'argent grâce à ça. Aujourd'hui, merci à tous les gens qui me suivent, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu mon business, et je leur remets à l'appareil. Je pense pas que je suis trop chiant avec mes collaborations, mais en tout cas voilà, quand c'est devenu un business et tu te dis putain, voilà, ça devient un business et il m'arrive telle expérience dans ma vie, t'as juste une envie, c'est de dire ciao et d'arrêter. Sauf que puis je pense que tu englobes tout en plus, voilà, parce que tout est lié, donc non, et puis j'aime montrer aux gens que voilà, j'ai pas envie de montrer de la faiblesse, de la tristesse. Les gens en ont assez dans leur vie, je pense, et assez autour d'eux, que si tu ouvres Instagram et que tu vois quelqu'un chialer en se plaignant de tel truc dans leur vie, tel machin, alors qu'eux, ils vivent peut-être 3 fois pire. J'ai pas envie d'apporter ça aux gens. Donc, tu prends sur toi, tu gardes la tête haute et tu continues à les divertir, alors qu'il t'arrive ça et t'as qu'une seule envie, c'est de plus rien sortir pendant un mois et d'aller dire à tout le monde d'aller se faire foutre, tu vois. Et c'était vraiment cette période-là où j'avais vraiment envie de dire à tout le monde, allez tous vous faire foutre, tu vois. Et j'ai quand même continué. Au final, en plus, c'est quand tu prends vraiment du recul et que tu analyses les choses, c'est les personnes qui sont abonnées à toi en soi, ça n'a pas d'impact sur ce qui s'est passé, c'est juste interne. Donc voilà, exactement. Et puis, tu vois, il y en a plein, ils savent pas ce qui se passe en plus. T'as dû expliquer le concept d'agence. Oui, donc, mais il y a personne qui sait, parce que voilà. Donc si tu commences à expliquer en story le pourquoi du comment, c'était nul, tel contrat, tel machin, tu t'en sors plus. Je discutais, tu vois, avec une personne, pourtant il est pas vieux non plus, il a 30 ans, enfin il a presque notre âge. Ouais. Et j'ai parlé des réseaux sociaux avec lui et ce qui se passait un petit peu parce qu'il comprenait pas, et j'avais l'impression de lui parler d'un truc mystique. Ah ouais. Genre il me disait mais non, c'est pas possible, de toute façon les gens tu vois, des gens qui gagnent leur vie comme toi, limite c'est des charlatans. Enfin il y a pas de ça, tu vois, ça existe pas. Enfin pas du tout. Ça existe pas comme ça se passe pas comme ça. Non, et puis il faut différencier influenceurs et créateurs de contenu aussi, tu vois. Totalement. Ouais. C'est un monde sain quand tu t'entoures de gens bien. Oui, mais comme dans n'importe quel business. Hein. Mais voilà. Demain t'es mal entouré dans peu importe le secteur. Mais en tout cas, je connais plein de TikTokers, d'Instagrammeurs, de créateurs de contenu signés dans des agences. Et tu sais comment ils se font douiller. Franchement, c'est horrible, hein. Ouais. Parce que moi, quand je me suis rendu compte que avec mon agence ça allait pas du tout, j'avais la maturité et j'avais 24 piges. Oui, puis t'as toujours été plus vieux que tous les TikTokers. Voilà, aussi. Voilà, sur TikTok, j'étais déjà un ancien alors que j'avais 24 ans, tu vois. Mais il y en a plein, quand à 18, 17 ans, ils sont signés dans des agences, tu te rends compte de rien, tu sais même pas ce que c'est un devis, une facture, donc tu fais confiance. Et en fait, ces agences, en tout cas, certaines agences, elles vont t'utiliser, il y a aucun côté humain, c'est vraiment full business, elles sont prêtes à tout, donc et t'es jeté après comme un malpropre, donc je sais même pas comment je l'aurais vécu si j'avais eu 17, 18 ans, tu vois. Et justement, tu vois, c'est une question qu'on a eue sur un podcast où avec Internet, en fait, tu peux exploser du jour au lendemain. Ouais. Si c'est bien fait, si t'as un peu de chance. Ouais. Mais toi, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui a 16 ans, par exemple, et qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, à la rigueur qui veut avoir une carrière plus ou moins similaire à la tienne? Tu lui conseillerais quoi et comment se protéger, comment processer pour évoluer, etc. Bah moi en tout cas, alors qu'il y en a plein de créateurs de contenu qui aujourd'hui ont pas forcément eu le bac et des études et qui sont très intelligents et qui ont bien réussi et qui ont fait leur truc de leur côté de manière de manière saine, etc. Mais moi en tout cas, je me mets à la place, si j'avais eu 16 ans, mon conseil aurait été de continuer les études, ça va t'apporter beaucoup de choses, de faire des études, d'apprendre des choses, parce que moi je me sers beaucoup de mes études sur mon travail d'aujourd'hui, tu vois, et je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont aussi louper leur collaboration, mal travailler sur ce tel truc, tel machin, parce que finalement ils savent pas comment ça fonctionne. Oui, puis il y a peut-être avec les études t'acquiers quand même du professionnalisme, avec les stages, les choses comme ça aussi. Un savoir-faire, une manière d'écrire, une manière d'être, certaines compétences que t'apprends dans les études que t'as pas quand tu fais pas d'études. Et pour moi, ça te forge de comprendre un peu le monde quand tu fais des études et de travailler surtout, d'avoir un travail avant. Ok. Moi, en tout cas, je pense que pour les gens qui ont 15, 16 ans et qui veulent être que créateurs de contenu, que influenceurs et qui rêvent de ça. Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que ils voient que ça. Je peux comprendre. Et puis, il y en a plein qui vont réussir sans totalement devenir fous, tu vois. Oui. Mais moi, je conseille en tout cas à la jeune génération, les adolescents, si vraiment ils veulent faire ça, avant ça, faut comprendre ce que c'est un peu le travail,
d'aller travailler à droite à gauche, de faire des études, de faire des stages, des alternances, de découvrir plein de choses, et ça va les forger. Oui, quitte à même pas faire d'études, tu vois, et avoir un travail parce que tu te rends pas forcément compte, parce que dans le monde de l'influence, il y a beaucoup d'argent. Tu vois, c'est comme la télé. Aujourd'hui, on est 10 fois plus sur notre téléphone que la télévision. Ouais, c'est vrai. Donc le budget qu'il y avait il y a 10-15 ans en arrière à la télé, aujourd'hui il est moindre. Et tout ce budget qu'il y a moins à la télé, tout été réinjecté dans le digital. Oui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Quand tu as 16 ans, que tu cartonnes, que tu commences à cartonner, qu'on te signe une première collaboration, même si c'est 1 000 euros. 1 000 euros, c'est la moitié d'un salaire de peut-être leurs parents. Ouais, c'est vrai. Donc tu te rends pas forcément compte. Si ta première paye, c'est avoir 1 000 euros parce que tu as parlé de tel produit en story, franchement, mais tu rentres dans une spirale infernale à 16 ans. T'as pas la maturité. Franchement, moi, à 16 ans, j'aurais eu ça, mais je serais devenu peut-être quelqu'un d'autre, un but de ma personne, complètement fou. J'en suis persuadé, parce que on peut dire ce qu'on veut en disant, il n'y a pas d'âge, on peut être mature à 16 ans. Non. Quand t'as 16 ans, t'as quand même une mentalité de quelqu'un qui a 16 ans. Puis tu le vois avec la sagesse en vieillissant. Même personnellement, tu vois, je vois que j'ai des raisonnements qui sont totalement différents d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand tu cherches à évoluer. Parce que si tu cherches pas à évoluer, tu restes. Non, mais quand tu cherches à évoluer, aujourd'hui j'ai 26 ans, je suis différent de quand j'en avais 23. Pourtant, à 23 ans, je me prenais déjà pour un adulte. Mais non, t'acquiers des compétences tout au long de ta vie, d'année après année, et franchement, à 16 ans, tu restes un ado, tu vois. Donc, t'as 1 000 euros, forcément, dans ta tête, tu vas pas te dire, ouais, je vais investir dans de l'immobilier. Tu vas te dire, avec 1 000 euros. Peut-être maintenant. Non, mais voilà, peut-être. Il y en a peut-être. Il y a des anomalies, il y a des extraterrestres. Je fais une généralité, tu vois. Mais parce que je pense que moi, à 16 ans, j'aurais réagi comme ça. J'ai 1 000 euros, non. Ma seule priorité, c'est de me dire, soit je vais claquer tel sou dans telle connerie, ou je vais en boîte et je fais le show et je prends 3 magnums pour impressionner la galerie. Tu vois, donc ça dépend de comment t'es entouré, etc. Mais quand t'as 16 ans, t'as pas la maturité, en tout cas, pour le marché, parce que c'est un marché, c'est dur, hein. T'es entouré tu génères beaucoup d'argent, t'es entouré de gens qui ont le double de ton âge et qui eux ont qu'une vision business, donc ils peuvent, tu vois, c'est facile d'amadouer quelqu'un qui a 16 ans plutôt que quelqu'un qui a 25 ans. J'en fais encore une généralité parce que ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Oui, et puis après je pense que ça dépend de l'entourage aussi. Tout dépend comment t'es entouré, mais voilà, si t'es ultra bien entouré, que tu sais tes limites, tu connais tout ça, à 16 ans, vas-y, fais. Mais en tout cas, je conseille de vivre autre chose et de comprendre autre chose, parce que ça peut vite te monter à la tête d'avoir 1 000 euros de collaboration, c'est la moitié de salaire de tes darons, et que t'enchaînes avec une deuxième, une troisième, à la fin du mois, t'as gagné les 2 salaires de tes parents juste en montrant 2-3 produits en story. Tu peux dire, waouh, quelle carrière, alors que tu sais même pas si ça va durer longtemps, si c'est éphémère, si c'est machin. Du coup, voilà, pour les jeunes générations, en tout cas, qui veulent être créateurs de contenu, faut vivre d'autres choses avant de vraiment d'où avoir hormis peut-être le côté artistique comme toi, mais des fois d'où avoir une expertise, tu vois, à la base, et à la rigueur t'essayes de la monétiser sur des business en ligne, d'avoir une expertise, ou en tout cas d'avoir peut-être un frère, un copain, ta mère, ton père qui connaît un peu, qui est entrepreneur et qui a une vision business et qui va t'aider. Mais si t'es tout seul dans ta barque à juste te dire, bon, moi je vais flamber mon argent et j'ai qu'une seule envie, c'est d'être connu, tu vas te brûler les ailes et tu vas vivre que de mauvaises expériences et tu vas être triste. Puis il faut rester, je pense, focaliser sur ce que tu as dit, ou qu'est-ce que tu apportes en fait. Quelle valeur ajoutée t'apportes sur les réseaux sociaux, et si t'apportes pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de sens non plus. Voilà. Et puis quand tu es créateur de contenu, tu es aussi fidèle à toi-même, et c'est-à-dire que tu n'as pas de collègue de travail. Tu es souvent seul. Tu bosses de chez toi et tu es souvent face à ta caméra, même si t'as 3 millions de gens qui vont te regarder. Au final, c'est factuel, t'es seul. T'es tout seul chez toi à tourner, tu vois. Donc, à 16 ans, tu vois, ça te ferme aussi au monde du travail, ça te ferme à plein de choses, tu vois. Quand t'es jeune et que tu veux te lancer vraiment à faire ça, à idolâtrer Michou, Inoxtag, parce qu'ils sont comme ça. Ils ont commencé à l'époque, mais voilà. Puis il y avait une histoire de timing aussi, tu vois, il y a plein de choses. Non, mais il y a une histoire de tout. Mais en tout cas, mon conseil est moi, en tout cas, ça m'a servi d'avoir vécu plein de choses avant que je fasse ça aujourd'hui, je vois. Mais la valeur de l'argent, c'est ultra important, tu vois. Je suis entièrement d'accord. De toute façon, t'es obligé pas de vivre la misère, tu vois. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Non, pas du tout. Mais moi, personnellement, tu vois, où j'ai eu des phases comme ça, en fait, tu connais la valeur de l'argent parce que t'as galéré, en fait. Et même si t'as galéré émotionnellement, tout ce que tu veux personnellement, mais en fait, quand t'as galéré, je trouve, t'arrives à prendre conscience des choses. Et inversement, t'as plein de gens qui vont galérer, gagner de l'argent et qui vont
tout de suite oublié toutes leurs valeurs d'avant. Ouais. Mais ça, je sais. Ils en avaient pas. J'ai du mal à le mais moi comprendre aussi, personnellement. Et on se rejoignait là-dessus déjà. Moi, aujourd'hui, par rapport à avant, oui, je gagne 10 fois mieux ma vie, sinon je vivrais pas à Paris, déjà de 1. Mais dans ma consommation quotidienne, certes, je vais avoir des petits délires de temps en temps de dépenser des choses que j'aurais pas dépensé avant, mais en tout cas, je dépense comme si j'avais encore un salaire classique de 1008, 2000 euros par mois, voilà, et encore que c'est une bonne paye en France, tu vois, 1008, 2000 euros, mais voilà, je dépense comme si, comme ma vie d'avant, tu vois. Je suis pas dans l'extrême. Mais encore une fois, je pense si tu restes axé. Mais c'est une question, voilà. En fait, si tu restes axé sur qui tu es et ce que tu fais, tu le fais en fonction de qui tu es. Ouais. En soi, pourquoi changer, tu vois, parce que t'es aligné avec toi-même. Ouais. Tous les gens qui font les antipodes, je pense, c'est qu'il y a un mal-être à un moment où. Ouais. Et un conseil aussi que je peux donner, c'est de garder son cercle proche. Tu vois, quand t'es créateur de contenu, c'est important d'avoir ton pied à terre. Que ce soit ta famille, tes amis. Moi, j'ai toujours ma même bande de potes, que ce soit avant ou maintenant. J'ai toujours la même avec qui je pars en vacances, avec qui je kiffe, avec qui je vis au quotidien, avec qui je consomme, je vais au resto, machin, je sors en boîte. C'est cette bande de potes, tu vois. Et c'est ça qui te permet aussi de garder la tête sur les épaules, pas devenir imbuvable, pas prendre ta notoriété au premier degré en te prenant pour une star. Ça te permet de te ramener à ta base. Et quand t'es entouré de gens lambda, entre guillemets, quand tu commences à avoir de la notoriété, ça te permet de garder la tête sur les épaules. Et ça, c'est vraiment le conseil tu vois, quand t'es jeune, bon, au bout d'un moment, tu peux te dire, bon, je vais traîner avec telle personne qui est connue, telle personne, machin. Non. Ouais. Tu vas devenir malheureux à un moment donné, c'est sûr et certain. Puis je pense, de toute façon, dans tous les cas, les personnes que t'as connues quand t'étais personne, entre guillemets, si t'es connu demain, si elles sont toujours là, c'est que c'est des personnes fiables. Bien sûr. Après, je pense que tu peux faire des belles rencontres, tu vois, heureusement. Ah, mais heureusement, mais il faut. Mais il faut faire attention. Il faut avoir confiance en ses amis, parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à être connu, gagner de l'argent, tu peux aussi être trahi par tes amis. Exactement. Et ça peut être les trahisons où tu t'y attends le moins aussi. Ouais. Moi, je les regarde là, mais j'ai confiance en eux. Enfin, j'ai jamais vu aucune différence entre comment ils sont maintenant avec moi ou avant, tu vois. Si tu mettais déjà ton t-shirt sur la tête, c'est bon, tu vois. Voilà, à partir de là, tu vois. Mais en tout cas, je ne pourrais faire sans aujourd'hui. C'est impossible de jamais appeler ma sœur au moins une fois par semaine, d'appeler ma mère, d'appeler mes frères une fois par semaine, d'avoir mes potes le week-end, quand je vais en vacances. Je serais incapable. Et ça m'a permis d'être stable. En tout cas, ça permet d'être stable. Ouais, du coup, ça t'a mis un cocon. Tu peux vite rentrer dans la spirale des strass et des paillettes, surtout quand t'habites Paris. Tu peux vite, tu vois, rentrer dans la spirale infernale de l'artiste et de traîner que avec gens connus et que dans un monde d'argent. Voilà, le monde de l'argent, les sorties, les strass, les paillettes, ça t'éloigne de ta base et tu t'y perds. À mon sens, tu t'y perds à un moment donné si tu t'écartes trop de ta base. Ouais, mais je pense tant que tu restes aligné, comme tu dis, franchement, c'est la finalité. Ouais, moi, il y a aucune différence aujourd'hui. Hein. Si ce n'est, des chiffres sur mes réseaux sociaux et plus d'argent sur mes comptes en banque. Ce que je vais dire. J'ai absolument pas changé. Je pense que d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as pas dû voir un changement. Alors que ça fait une heure qu'on parle. Juste plus de maturité, tu vois, bien sûr. Dans le côté business. Mais sûr. C'est cool. C'est tant mieux. Autre question, du coup, tu m'as donné la mauvaise anecdote. Ouais. En meilleure anecdote ou meilleur moment de ta vie ou de ta carrière, c'est lequel? C'est con, mais je dirais quand j'ai créé ma SASU. Ok. Tu sais, te se dire, ça y est, j'ai une société, c'est moi le président de cette société, genre, ça m'a fait bizarre. J'ai annoncé la nouvelle à tout le monde comme si j'annonçais mais je me rappelle, tu m'en parlais en coaching. Comme si j'avais un truc de malade. Et juste de donner le blaze de ta société, mais j'ai vécu ça comme ça y est, je suis Bill Gates, je suis le milliardaire le futur milliardaire français. Okay. À mon sens, d'ouvrir ma société, jamais j'aurais pensé ouvrir une société un jour, tu vois. Ouais. Donc du coup, le fait t'avais ta micro et du coup ça fonctionne bien et tu vois, une micro, ça m'a pas fait d'effet. Après, c'est une société quand même. Mais ça reste une société, façon, une micro. Un service, donc. Mais c'est le fait de me dire. J'ouvre une société et il faut que je fasse appel à un comptable. Je me suis dit, waouh. Oui, mais je me rappelle, tu m'en parlais. C'est le sacre de ma vie. Alors qu'en soi, c'est con, hein, parce que tu peux avoir une société. C'est con d'avoir une société, ça veut pas dire, mais en tout cas, c'est un step dans ta vie. Ouais. Où tu prends en maturité, tu prends un step, un grade, et du coup, tu te rends encore plus, t'es encore plus mature à mon sens.
t'ouvres ta société, ça y est, c'est implanté, c'est... Ouais. Tu vois ? Et t'as fait face à des difficultés justement quand t'ouvrais ta société, parce que je me rappelle, tu me parlais de beaucoup de la comptabilité, je crois. Ouais. On avait eu des gros discussions là-dessus. Et t'as eu vraiment des phases de l'entrepreneuriat, en tout cas juste au niveau business, où t'as vraiment eu des difficultés à je sais pas, à te familiariser avec ça ou... Oui, parce que déjà, faut comprendre, oui, tu veux un salaire, tu veux combien ? Déjà, faut savoir, tu vois, tu te dis, moi, ouais, bon, bah, mets-moi 4000. Ah non, bah non, Logan, ça se passe pas comme ça. Si tu prends 4000, faut que t'en donnes presque le double. Oui, puis faut que tu sortes le double de ta société. Mois. Faut que tu rentres tant par mois. Faut se familiariser aussi au fait que tu fais une collaboration. Ta facture, elle est pas tout de suite sur ton compte. T'es payé au bout de 30, 35, 40 jours. Donc ça aussi, faut prévoir. T'es payé au bout de 40 jours. Faut prévoir aussi ta TVA. T'as pas en tête. Oui, ta collaboration, elle est de 10 000 euros. Non. Sans la TVA, sans tes impôts, sans tout ça, faut gérer aussi, tu vois. Donc, ton compte en banque de ta société, il peut être très élevé, mais tu te rends pas compte qu'après impôts, après TVA, bah, il te reste pas la somme élevée qu'il y a, et donc, du coup, faut gérer tes dépenses autrement aussi, de bien savoir gérer tes dépenses et ta trésorerie. Bah, c'est ça, en plus, en général, après, sauf si t'as vraiment une expansion très rapide. Ouais. Mais quand tu crées une société, au début, t'es presque obligé de plus te restreindre. Bah, bien sûr. Après, tout dépend le rythme de vie que t'avais Ouais, avant. voilà, bien sûr. Mais souvent, t'es obligé de vraiment te restreindre pour faire attention, faire des prévisions. Voilà, si t'as des soucis. C'est totalement différent que quand t'as juste un salaire par mois et que t'arrives à gérer par rapport à ton salaire par mois. Là, ta société, c'est quand même un autre système, un autre mode de vie. Ouais, ok. Surtout que moi, je me verse pas de salaire. Ok. Parce que je vivais un peu sur mes sous de côté, tu vois, je me suis imposé ça parce que du coup avec tu vois, tu te fais conseiller par tes comptables de comprendre pourquoi ouais, mais comment je vais faire ? Ouais, bah du coup, t'as ça en dividendes, mais qu'est-ce que c'est des dividendes ? Enfin, tu vois, t'as tout appris. Faut se familiariser sur le tas, tu vois, donc faut se faire bien entourer et de bien écouter, bien comprendre et je pense pas qu'il faut totalement s'en détacher non plus. Tu vois, t'en as peut-être beaucoup qui vont dire "Oh, moi les chiffres, c'est bon. Je laisse, j'ai des gens qui gèrent pour moi." Je pense que c'est important de savoir ce qui rentre dans ta société, c'est important de savoir ce qui en sort, c'est important d'avoir un prévisionnel, de savoir si ça se passe bien, de regarder tes comptes, c'est important d'avoir un nez dessus aussi. Oui. Je pense pourrais pas faire sans, en tout cas. Quand t'es un bon entrepreneur, t'es obligé d'avoir le nez à peu près partout. Après, des là, fois, je te c'est vrai prends que c'est juste l'exemple difficile de l'artiste, entre guillemets. Ouais, juste de l'artiste. Surtout que dans ce monde, quand t'es artiste, quand t'es chanteur, quand t'es acteur, quand t'es créateur de contenu, t'as des gens qui s'occupent de toi et tu vois, ils ont tendance un peu à t'éloigner un peu de focus sur ta création de contenu, focus sur ta musique, nous on gère le reste. Ça revient un peu sur ce que tu disais avec les agences. Et ça rejoint un peu sur le fait de, si t'es trop éloigné et que tu t'en fous trop, tu peux vite avoir des désillusions à un moment donné. Donc quand tu sais ce qui rentre dans ta société, ce qui en ressort, pour moi c'est important et j'ai envie, et puis ça m'intéresse surtout de savoir qu'est-ce que je paye. Oui, ça me coûte combien la comptabilité à l'année, tu vois, tu fais tu regardes un bilan comptable, si tu le reçois et que tu te dis bon c'est positif, bon, voilà, tu vois. Je prends l'exemple, mon père, il a jamais analysé ses bilans comptables, il a toujours fait confiance en se disant c'est positif, bon bah voilà, très bien. Il a eu des mauvaises aventures, non? Pas forcément, même pas. Non, pour le coup, même pas. Mais moi, je reçois un bilan comptable, bah, j'ai envie de comprendre les lignes. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, faut se familiariser. C'est tout nouveau pour moi et je pense que c'est important d'être dans le truc, quoi. Tu vois ? Ouais. Non, mais je comprends. Après, ce qui est bien, en fait, c'est que t'as vraiment, depuis que je te connais, en plus, où ça a bien évolué. Ouais. C'est, t'as vraiment pris chaque chose, t'as essayé de comprendre à chaque fois. Ah ouais. À chaque fois que tu rencontres des difficultés, tu vois, que ce soit dans le businessment parlant, ou que ce soit sur le côté artistique, t'essayes de toujours régler les curseurs pour que ça aille, et comme ça, en fait, ça te laisse aligner dans ta vision en général. De toute façon, c'est, comme on disait, autodidacte, hein, t'apprends sur le tas de tout, et ça rejoint. Ouais, puis ça te laisse ton focus en fait toujours dans la même direction et dès qu'il y a un souci tu essayes d'analyser, trouver une solution et tu te laisses pas abattre. Ouais. Puis c'est pareil, tu vois, quand tu dépenses des choses, tes notes de frais, faut les garder, tout doit être tu vois, toutes tes dépenses de ta société, tout doit être justifié de A à Z au centime près. Ouais, c'est sûr. Donc ça c'est pareil, il faut se familiariser aussi au fait de ça, faut tu tiennes à jour tous les mois parce que c'est pas quelqu'un qui le fait pour moi, ça. Je me mets à côté mes tickets et après j'envoie, tu vois. Ouais. Mais ça aussi, faut s'organiser. C'est toute une organisation. Et si tu t'en fous de tout et que t'es brouillon dans ta tête, putain, tu t'es vite perdu dans ce truc-là. Et tu vas faire telle dépense, tel machin, tel truc, tu vas dire, putain, il y a plus de trésorerie. Bah ouais, mais parce que t'as pas regardé tes comptes et tu savais pas que, oui, telle facture, c'est peut-être beaucoup d'argent, mais t'es payé à 45 jours, t'es pas payé tout de suite, donc fais gaffe, tu vois. Et au bout de 45 jours, oui, mais t'auras peut-être dépensé autre chose entre temps et oublie pas, il y a la TVA.
TVA aussi à déduire. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser. C'est ce que je conseillais, tu vois, à des amis qui entreprenaient, où je leur disais, qui essaient d'entreprendre. En fait, je leur disais à chaque fois, essaye toujours d'avoir genre 3 mois, 6 mois d'avance. Ah ouais. Comme ça, tu payes pas au début, comme tu disais, et au moins t'es safe. Je pense qu'au début, l'arrière. tu lances ta société, c'est même, je pense que tu te payes pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer ton truc avec les sous que t'as de côté. Et je pense que si tu te verses tout de suite des salaires, c'est compliqué de lancer ton business à mon avis. Puis il y a des fois, t'as des sociétés où t'as pas de salaire pendant. Après, je te parlais plus de la prestation de service. En général, les gens qui se lançaient en prestat de service, c'était plus facile parce que du coup, ils passent direct à l'action. Mais quand tu montes des grosses sociétés, il y a des gens qui se versent pas de salaire avant. Et 3, encore, 4 ans, c'est plus simple parce que moi, je suis tout seul. J'ai pas de salaire à sortir pour des employés. Oui, c'est vrai. Je suis tout seul, donc ça rend le truc un peu plus facile à comprendre, tu vois. Et du coup, là, avec les 2 autres personnes avec qui t'es, c'est en mode freelance en fait. Bah, mon agent, en tout cas, elle a sa société. Ouais, donc elle a 3 personnes. Enfin, elle a 3-4 talents. On nous appelle les talents dans le milieu. Pour comprendre. Quand t'es créateur de contenu, influenceur, on nous appelle les talents. Donc, les agences vont dire talent et les gens, voilà, c'est comme ça. Et donc, mon agent, elle a sa société et elle prend une commission sur mes collaborations. Ok. Mais elle va facturer elle. Ah ok, c'est elle qui facture et qui te reverse. Alors, dans la plupart des agences, elles prennent l'argent et c'est elles qui rémunèrent les influenceurs, les créateurs de contenu. Ok. Ça, c'est le business plan global des agences aujourd'hui. C'est elles qui prennent l'argent et c'est elles qui rémunèrent les créateurs de contenu. Du coup, ce qui est entre guillemets relou, c'est que t'as pas de transparence des fois. Enfin, tu sais pas. T'en as aucune. T'en as aucune. Okay. T'as une vision par mail, par machin, les WhatsApp, ok, mais finalement, tu sais pas ce qui a été conclu, comme c'est elle qui prend l'argent. Ouais. Donc voilà. Là, moi aujourd'hui, mon agent, parce qu'elle savait tout mon passif sur mon agence, tu vois, et elle est très transparente. Elle était transparente, pardon. Et du coup, elle envoie sa facture à la marque. Moi, j'envoie la mienne. Au moins, la marque sait. Ok. Qu'est-ce qu'elle me paye? Qu'est-ce qu'elle paye à mon agent? Tu vois. Et ça se fait pas dans le milieu. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Surtout avec l'agence qu'on avait, j'avais jamais vu ça. Pas du tout. Mais parce que elle est tellement transparente, elle est tellement droite dans ses baskets qu'elle fait ça. Ok. Elle envoie, la marque, elle sait au moins. Elle sait la commission qu'a eu l'agent. Elle sait combien coûte l'influenceur, surtout. Parce que c'est ça. Quand l'agence, elle facture, au final, des fois, tu peux te dire, putain, il coûte une blinde. Ouais, mais derrière, l'agence, elle t'a payé que 50% de ce qu'elle a pris à la marque, tu vois. C'est sûr. Donc, et quand t'es transparent avec les marques, elles apprécient tout autant. Donc, et puis moi, je voulais vraiment rentrer dans un nouveau truc sain. Okay. Après mon expérience avec mon agence, c'était hors de question. C'est soit j'étais tout seul, soit je m'entourais de bonnes personnes. Mais voilà, je voulais pas me relancer avec quelqu'un. Fallait vraiment que j'ai confiance, tu vois. Ouais, là, forcément. Bah après, t'apprends tes erreurs, donc. Voilà. Et là, je suis en totale confiance, sans aucun problème, tu vois. Okay, et elle prend moins que 30% en plus de ça, tu vois. Donc je gagne. Je gagne tout finalement, tu vois. Puis ça te permet aussi même après de redéléguer avec le pourcentage qui n'a pas pris d'autres choses, ainsi de suite. Ouais, okay. Exactement. Ok, vraiment cool. On a fait déjà un bon gros tour. Est-ce que tu as des choses des messages à faire passer pour là, ça va être plus sur la partie entrepreneuriale. Ouais. Donc, juste revenir sur les personnes, tu vois, qui essaient de se lancer soit sur les réseaux sociaux ou soit de lancer un business, sachant que c'est vraiment à la mode, tu vois, surtout aux 18-20 ans. Je pense que ça va rejoindre plus ou moins le conseil que tu avais donné de se mettre à fond dans les études. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour ces personnes-là ou pas du tout? De lire des livres, d'être un peu autodidacte, parce que c'est bien d'aller apprendre à l'école aussi, mais il faut s'y intéresser. Okay. Faut s'intéresser à tout. Faut être curieux. Ouais. Curieux de tout. Ça, c'est la base. Quand t'es curieux de tout, tu t'intéresses à tout, tu veux toucher à tout, tu veux tout découvrir toi-même et pas forcément déléguer dès le début. C'est important. Quand t'as une vision 360 de tout ce que t'entreprends dans la vie, pour moi, t'es mieux. Donc je dirais, après, je pense que c'est un conseil classique, de la curiosité, tu vois. Tu sais quoi, pas tant que ça. Hein. Ah bon? Ouais, franchement, sur de nombreux podcasts que j'ai écoutés, c'est pas forcément ce qui revient. Parce que pour moi, je pars du principe où là, on sort un peu du truc créateur de contenu, n'importe quel business, faut avoir ta vision faut avoir ta vision business, faut avoir ta vision chiffre d'affaires. Ouais. Cette vision globale, c'est obligatoire, mais de citer vraiment la curiosité. Mais de s'y intéresser, c'est pas moi la com, c'est pas du tout mon délire. Non. Rentre dans le truc, essaye de comprendre pourquoi du comment toucher ta clientèle, comment machin, comment truc. Après, c'est pas facile aussi des fois. Certes. Enfin, des fois, tu peux diluer un peu ton focus, tu vois, d'être un peu sur tous les fronts. Bien sûr. Mais au moins, je pense de savoir faire, surtout quand t'es petit.
Comme tu dis, de toucher à tout et mais moi, alors, les chiffres, c'est pas du tout mon délire, vraiment pas du tout à la base. Tu vois, moi, ça me prend la tête. Même les gens qui bossent en finance, je me demande comment ils font. Tellement je me dis, mais je tombe en dépression tous les jours de me lever pour aller bosser dans des chiffres. Et c'est pas pour autant que je délaisse complètement ça de ma vie actuelle. Je m'y suis intéressé, je suis curieux, ça me fait pas plaisir de passer du temps, 1 heure à essayer de comprendre du pourquoi du comment. Vraiment, je passe un mauvais moment généralement, mais au moins je comprends pourquoi du comment et pourquoi c'est mieux de faire comme ci, pourquoi c'est mieux de faire comme ça. Tu vois, donc faut être curieux, faut s'imposer en tout cas cette curiosité aussi. Ouais, ok. Et donc je dirais ça. Okay. Conseil vraiment, Juste celui-là en global. Très global. Ça veut tout dire pour moi. Ça résume tout. Quand t'es curieux et que tu t'essayes de savoir avec qui tu travailles aussi, d'avoir du respect pour tout le monde et de comprendre que chaque métier est important pour ton business. Tu vois, quand tu comprends que chaque facteur, il est important et c'est des piliers, des fondations comme une maison. Hein, voilà. Donc, et pas que tu délaisses tel truc ou tel machin parce que tu te dis bon c'est moins important. Non, tout est important autour de toi. Tout ce qui va t'entourer pour ton business est important. Ouais, totalement. Donc je dirais ça. Ok. Et pour toutes les personnes qui ressentent un peu leur âme d'artiste, tu leur conseilles quoi De foncer, de jamais se retenir, de pas écouter les gens, de se faire confiance à soi-même. Si tu sais que t'as des choses à raconter aux gens, tu sais que t'as des choses à écrire, à vivre, faut y aller. Faut se faire confiance à soi-même et y aller. Ok. Donc si t'as pas confiance, non, retiens-toi. Mais alors vraiment, si tu sais que tu peux apporter un truc à l'édifice, mais vas-y, fonce. Écoute pas les gens et fonce. Ok, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, surtout même je connais pas mal de personnes, tu vois, qui ont un peu cette âme d'artiste, mais qui arrivent pas à... Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si ils ont peur. Je pense qu'il y a la peur, tu vois, qui parle, mais des fois ils arrivent pas à focus aussi vraiment sur leur. Là, tu vois, j'ai une coaching justement où je sais que elle cherchait à faire du business, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Et on cherchait, tu vois, des idées de business en coaching, comme on parlait des fois avec toi. Et en fait, à un moment, on discute, et je vois qu'elle me dit, mais je chante aussi à côté. Je fais ci, je fais ça. Elle me racontait plein de trucs juste artistiques. Ah ouais. Et je lui dis, mais en fait, fonce là-dedans. Oui. En fait, fais ce que t'aimes et ça va venir à toi. En fait, ne te prends pas la tête à vouloir monétiser quelque chose alors que t'es juste une artiste. En fait, c'est pas grave. Bien sûr. Et tant mieux, tu vois, pour toi. Donc, et puis il faut faire ce que tu sais faire surtout. Si tu sais que t'es pas à l'aise avec ce que t'as envie non, fais pas ça parce que tu vas te vautrer. Reste focus sur ce que tu sais faire. Faut savoir prendre des risques. Oui. Faut sortir de sa zone de confort. Ses peurs aussi, tu vois, c'est normal. Faut sortir de sa zone de confort, mais toujours être focus sur toi-même, ta DA, ton truc, ta vision faut pas s'en détacher de ça. Et si on te dit, sois plus comme ci, sois plus comme ça et que t'écoutes trop, non. Sois fidèle à toi-même. Si on te dit non, sois un peu plus méchant ou sois peut-être un peu plus distant, un peu plus comme ci, un peu plus comme... Non, écoute pas les gens. Fais comment toi tu vois. Et ça, c'est valable pour le professionnel comme le personnel, honnêtement. Parce que le nombre de personnes, des fois, tu sais, dans ta vie perso, où on va te dire, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. On te donne trop de mauvais conseils. C'est ça. En fait, si t'es comme ça, t'es comme ça, c'est pas grave, tu vois. Et même si c'est un reproche, même si c'est un défaut, garde-le, ce défaut. Ouais. Peut-être, tamise-le un petit peu, détends-le un petit peu, mais garde-le. Oui, après, ça dépend des défauts. Ça dépend, mais en tout cas, faut rester soi-même. Si, même dans un défaut, il y a une qualité, tu vois. Donc, à partir d'un défaut, non, ça fait partie de toi, malgré tout. Donc, on t'accepte comme t'es. Faut savoir doser, encore une fois, la balance. Mais, faut rester focus sur toi-même et foncer comment toi, tu vois le truc. Ok. Voilà. Très bon mot de la fin. Ouais, c'est très très inspirant. Je vais réécouter, je vais réécrire ces phrases-là. C'était très beau, très beau. Merci à tous pour nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Monsieur Logan, alias. Si vous dites non, c'est hors de question. Je ne peux pas entendre de nom. Log5, ouais. Et n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur toutes les plateformes où vous nous écoutez, c'est toujours mieux pour nous. Yes. Et pour aller toujours au-delà de l'apparence. Donc merci à tous et j'espère que vous avez apprécié l'écoute. Good night.